ante nos imundo fuere, ubi sunt qui ante nos imundo fuere, adeas ad inferos, transeas ad superos, ossi vis videre, ossi vis videre. Bonjour, bienvenue à la cérémonie des docteurs 2021. Bonjour à tous, vous derrière votre écran, Docteur Promotion 2020. Vous en visio, marraine et parrain invité prestigieux de cette cérémonie 2021. Et vous ici, dans cette salle, personnalité de l'université. À année unique, manifestation unique. Après l'impossibilité de prévoir une cérémonie des docteurs 2019 en juin 2020, nous avons voulu reprendre coûte que coûte cette manifestation phare de l'université. Nous la réalisons au cœur même de la soutenance du diplôme de doctorat, dans cette salle des thèses, l'amphithéâtre Alain Béretz. Votre diplôme, le doctorat, symbolise l'essence de la connaissance et de la formation. Et disons-le, c'est une passerelle entre la plus haute formation universitaire et la recherche. En nous adaptant, bien sûr, aux conditions sanitaires qui sont et seront strictement respectées. Si nous enlevons nos masques, c'est que les distances sont respectées et que nous sommes soit porteurs d'un test négatif réalisé en amont de la manifestation, soit vaccinés. Nous allons passer 1h30 ensemble pour vous fêter, vous, mesdames et messieurs les docteurs 2020. Pépite de la connaissance en mouvement, symbole de persévérance, d'opiniâtreté, mais aussi et surtout, je dirais, de plaisir, de soif de connaissance pour faire avancer toute la société. Aujourd'hui, toutes les disciplines sont à l'honneur. Toutes sont essentielles. Philosophie, droit, biologie, physique, sciences du sport, théologie, langue, design, littérature, psychologie, médecine, pharmacologie, musicologie, odontologie, chimie, informatique, sciences de la terre et de l'environnement, et j'en oublie certainement. Pas moins de 10 grands secteurs scientifiques sont représentés à travers vos thèses. Et qui sait, peut-être, aurons-nous le bonheur et l'honneur d'entendre vos noms dans quelques années, dans la liste des lauréats de la plus haute distinction internationale annoncée en novembre de chaque année. Je veux bien sûr parler du prix Nobel. C'est tout le bonheur que nous vous souhaitons. L'université sera alors fière d'inscrire un nouveau nom sur la liste prestigieuse des Nobel. Et comme vous le savez, 4 d'entre eux sont encore aujourd'hui en exercice d'une façon ou d'une autre à quelques pas d'ici. Vous êtes cette année 395 docteurs, 395 personnes à avoir accompli un parcours presque initiatique si l'on en croit vos mots. Bravo à chacun. En cette année difficile, vous n'en avez que plus de mérite d'avoir obtenu le Graal en inventant la soutenance en visio, sans possibilité d'inviter du public. Chapeau donc d'avoir expérimenté et relevé le défi. Pour faire vivre notre cérémonie en dehors de la visio, nous vous invitons, vous les docteurs qui êtes derrière votre écran, à partager une photo de vous avec l'étole docteur de l'Université de Strasbourg, étole que vous avez d'ores et déjà reçue, à le partager sur Instagram et sur Twitter avec le hashtag Unistra. Vous avez aussi la possibilité de commenter la cérémonie sur YouTube. Pour ouvrir officiellement cette cérémonie 2021 des docteurs, nous accueillons le président de l'université, le professeur d'éthologie Michel Dénéquenne, pour son allocution d'ouverture. Chers amis, d'abord je salue nos près de 400 docteurs, docteureux. Je salue celles et ceux qui sont avec nous en visio, notamment nos 2 docteurs honoris causa qui seront présentés tout à l'heure. Irène Edingel qui, à Mayence, fait rayonner les sciences religieuses et particulièrement la réformation. Et on sait qu'à Strasbourg, c'est aussi une discipline qui, depuis près de 500 ans, fait la réputation de notre université. Et puis le professeur Dubochet qui est à Lausanne, et là aussi qui a été actif dans des équipes de recherche avec Strasbourg et qui s'occupe de cryomicroscopie
ce qui nous parle aussi dans les grands défis technologiques que nous devons relever dans cette université. Cela a été dit, vous êtes docteur d'une université pluridisciplinaire, probablement parce que nous avons de la théologie, probablement la plus pluridisciplinaire de France, ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons « Comprehensive University ». Ce qui fait qu'aujourd'hui, la querelle entre localisme et universalisme n'a pas lieu d'être ici, puisque étant très locaux, nous sommes fondamentalement très universels. C'est pour ça que nous parlons français, parce que c'est une des grandes langues de la diplomatie et de la science. Je suis donc heureux de vous accueillir pour cette cérémonie qui est marquée, comme l'a dit Armelle, par la situation sanitaire. Mais l'an dernier, nous avons annulé carrément la cérémonie. Cette année, nous avons quelque chose qui s'approche de la réalité. En 2022, ce sera une triple fête, puisqu'on invitera les 1500 frustrés qu'on aura d'ici là du présentiel pour faire une grande fête dans nos jardins. Je m'avance un peu, mais soyons fous, il y a un vent d'optimisme qui souffle. Vous avez été, plus encore que la génération précédente, cher docteur, les premiers marqués par les épreuves pandémiques. Et moi-même, j'ai été dans 2 jurys, dont l'un s'est tenu par BBB, tombé en rade au milieu de la soutenance, entre le Brésil, Genève et Gênes. Nous avons changé d'outils entre-temps. Et donc, c'est dire aussi à quel point non seulement vous, les docteurs, mais aussi vos enseignants, vos amis chercheurs, vos équipes se sont mobilisés pour que le moins possible vous soyez impactés par cette crise. Nous en tirerons les leçons, ce n'est pas le moment aujourd'hui. Donc je voudrais surtout dire que malgré la dimension un peu frustrante que nous vivons de ne pas pouvoir avoir de moments de convivialité, nous voulons que ce soit un moment de fête. C'est pour ça que nous sommes dans un amphithéâtre, que nous avons revêtu nos robes professorales et que cette pluralité, cette pluridisciplinarité de notre université rayonne par-delà les écrans et les téléphones portables et autres moyens de technologie moderne de communication. Je voudrais saluer, parce que je n'aurai pas le mot de la fin, ce n'est pas un regret, mais je voudrais donc saluer aussi tous ceux qui sont avec nous toute l'année pour nous soutenir. D'abord Joël Hubé et toute sa bande qui est toujours là, fidèle au rendez-vous, qui donc avec l'école doctorale nous permet d'aller, y compris dans la crise, au bout de notre mission de formation doctorale. Merci aussi à ceux qui nous accompagnent aussi par leur soutien. Régis Bello, président de notre fondation, qui tout à l'heure remettra un certain nombre de prix de thèse, et puis aussi notre ami président des Amis de l'Université de Strasbourg, Claude, qui nous aide aussi non seulement à soutenir des vocations, mais aussi qui nous aide à travers le temps à toujours mieux accomplir cette mission d'amis de l'Université de Strasbourg. C'est important. Ce matin, avec les alumni, nous avons adoubé 2 nouveaux ambassadeurs. Et ce sont des ambassadeurs qui sont des docteurs de notre université, un binôme, sciences humaines et sociales, Isabelle, et ceux qui l'ont connu, Simon Thierry, qui est un des premiers grands leaders et je termine là-dessus, Simon Thierry, qui a fait ses armes à Strasbourg, qui se dit volontiers poil à gratter, mais qui dirige notamment un certain nombre d'actions associatives, mais aussi professionnelles, pour la valorisation du doctorat. Et je vais terminer là-dessus. Nous sommes fortement engagés pour la valorisation du doctorat professionnel, mais aussi culturel, et je dirais politique au sens noble du terme. La CPU la conférence des présidents d'université fête ses 50 ans. À ce titre-là, un sondage a été fait et, aux surprises, 70% des Français aiment leurs universités. Et 86% d'entre elles souhaitent que nos dirigeants aillent plus loin dans le soutien à la formation et à la recherche. C'est dire que nous sommes engagés dans un combat dont j'ai bien compris que le contribuable électeur que je suis se sent particulièrement bien porté. Donc vous, chers docteurs, vous savez qu'aujourd'hui, la France entière est fière de vous, pas seulement le président de l'université, pas seulement vos professeurs, mais aussi toutes celles et ceux qui vous regardent. Le doctorat, c'est la clé de voûte des études depuis le Moyen-Âge, c'est la clé de voûte dont nous sommes jaloux, au sens positif du terme, dans nos universités. C'est notre gloire que d'en être les détenteurs au nom de l'État. Et je suis de ceux qui se battront pour que la valeur, la réputation du doctorat reste celle qu'elle est.
pour que vos doctorats soient de valeur, il faut une université de valeur, il faut des enseignants-chercheurs, des personnels administratifs de valeur, et je veux les saluer. C'est grâce à eux, c'est avec eux que vous êtes aujourd'hui notre sujet de fête, notre objet de contentement et la gloire de l'université qui, malgré tout, a raison de tous les virus, celui des fake news, de la désespérance et de l'abandon. Donc bravo d'avoir été jusqu'au bout, bravo pour votre futur. Vous allez tous être des ambassadeurs de notre université dont nous sommes fiers. Et je laisse maintenant la parole à celui qui est nouveau dans la fonction, donc le professeur Rémi Barillon, qui a été élu il y a un mois avec la nouvelle équipe que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer, vice-président en charge de la recherche, des études doctorales et des sciences ouvertes, ce dernier titre étant très important par les temps qui courent. Voilà, belle fête à tous et bravo à nos près de 400 docteurs, dont la moitié ne sont pas français. Et c'est plutôt une grande joie. Cette année, il y avait 2180 doctorants qui étaient inscrits, 42% dans le domaine sciences humaines et sociales, 35% dans le domaine sciences et technologies, 23% dans le domaine sciences de vie et santé. Vous l'avez dit, 50% d'entre eux sont de nationalité étrangère et sans doute qu'il y a aussi des familles derrière vos écrans qui regardent cette cérémonie partout dans le monde. Et 171 thèses étaient en co-tutelle, c'est-à-dire avec une autre université. Pour nous en parler donc, le professeur Rémi Barillon, qui est donc vice-président recherche, nouvellement élu cette année. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. En effet, je tiens également à m'associer à tous les remerciements de Monsieur le Président, Michel Denneken. Je tiens à nouveau également à signaler la présence, l'immense honneur que nous font les professeurs Dingel et professeur Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie en 2017, en effet, pour ses travaux sur la cryomicroscopie. C'est un honneur de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Je remercie également, bien sûr, les présidents des fondations également présentes également, qui nous soutiennent régulièrement de façon inébranlable, en particulier pour les prix de thèse. Merci à vous. En effet, c'est un moment important pour moi, parce que c'est ma nouvelle prise de fonction, donc c'est la première fois que je participe à cette cérémonie, et je sais que cette cérémonie est extrêmement importante. Et c'est extrêmement important pour moi d'être présent dans un moment si important et si unique dans une vie. Et là, je m'adresse à tous mes collègues également, qui ne se souvient pas du jour même de la soutenance de sa thèse. On l'a déjà dit, cette année, c'était quand même quelque chose de très spécial. Je me permets de le réinsister à nouveau. En effet, les conditions sanitaires ont fait que, malheureusement, les conditions de soutenance ont été dégradées et qu'il a fallu faire des visioconférences ou des systèmes hybrides, moitié visio, moitié présentiel. Donc, bien sûr, je sais que c'était frustrant, parce qu'il y a tout ce côté important également, non seulement professionnel, mais également de partage avec sa famille, avec ses proches, qui sont ô combien importants. Et je ne doute pas, de toute façon, que vous aurez l'occasion de le fêter avec vos proches. Mais en tout cas, bien sûr, ces conditions n'enlèvent en rien votre mérite, et bien au contraire. Je rappelle en effet que le doctorat, c'est le plus haut diplôme de l'université, d'accord, et en particulier, bien sûr, le doctorat de Strasbourg. Bien évidemment. C'est l'aboutissement de 8 ans de travail en études supérieures. 8 ans, au minimum. Pour certains, c'est encore plus. Un travail également de thèse de minimum de 3 ans, où l'on passe par un tas d'émotions, d'accord, par un tas également d'évolutions. La première, bien évidemment, c'est, je dirais, la relation intime que l'on a, que chaque doctorant a avec son directeur ou sa directrice de thèse, dans un premier temps. Ensuite, au départ, on commence avec un statut d'étudiant. Puis, au fur et à mesure qu'on s'accapare son projet de thèse, son travail de thèse, on finit par devenir spécialiste dans son domaine. Et à la fin, tout simplement, on devient un collaborateur de l'équipe scientifique dans laquelle on travaille. Bien sûr, il y a des moments de doute. Évidemment, sur 3 ans, plus de 3 ans de travail. Particulièrement, on s'en souvient tous, dans la partie rédactionnelle, où là, il faut travailler sur soi-même, essayer de regarder ce qu'on a pu faire, comment l'arranger, comment, avancer dans ce travail qui, bien sûr, est collectif, mais qui, avant tout, demande un effort personnel extrêmement important.
Mais vous verrez que dans les années à venir, je vous le promets, vous verrez, quand vous reviendrez sur cette période-là, cette période pour vous sera quelque chose, un moment béni de votre vie professionnelle. Pourquoi ? Parce que vous vous rappellerez en fait que, eh bien, durant ces périodes-là, vous aurez consacré toute votre énergie, toute votre force à votre unique projet de thèse. Et vous verrez ensuite dans votre vie professionnelle, et surtout quand vous aurez de plus en plus d'expérience, que bien, au fur et à mesure, vous serez amené à traiter, ou au moins à essayer de traiter plusieurs sujets en même temps. Il y a actuellement, on l'a dit, donc si je parle un peu des statistiques, 55 197 étudiants inscrits à l'Université de Strasbourg. Donc vraiment un chiffre extrêmement important qui ne cesse d'augmenter. Avec d'ailleurs plus de femmes que d'hommes, puisqu'il y a 32 000 femmes pour environ 23 000 hommes. Et avec un total de 10 700 étudiants de nationalité étrangère. Parmi ces 55 000 étudiants, on l'a dit, 2 171 sont inscrits en doctorat, avec quasiment donc, un respect au niveau parité, 47% de femmes, 53% d'hommes. Et la moitié, en effet, 49%, sont de nationalité étrangère. Donc ça, cette ouverture et cette attractivité internationale sont vraiment une marque de l'Université de Strasbourg. 395 thèses ont été soutenues, d'accord, dans tous les domaines, on l'a redit, d'accord, donc sciences humaines et sociales, droit, gestion, économie, sciences et technologies, sciences de la vie. J'ai parcouru, les titres de ces thèses, et c'est vraiment impressionnant de voir la diversité, d'accord, de l'ensemble de ces domaines traités, et également la diversité dans un même domaine. Donc tous les enjeux actuels et futurs pour nos sociétés sont présents. Je ne peux pas tous les citer, mais par exemple quelques-uns, les domaines de sociologie, de justice, d'identité, de santé, d'environnement, énergie, en partant des études à l'échelle atomique jusqu'à la compréhension de l'univers. Donc c'est quelque chose vraiment de très très diversifié, puisque tous les grands domaines sont traités, je dirais, à l'Université de Strasbourg. Pour aller plus loin justement dans cette diversité et ces thématiques de recherche, également l'Université de Strasbourg vient de lancer donc 15 instituts thématiques interdisciplinaires qui vont également encore renforcer ces domaines interdisciplinaires et surtout renforcer le lien qu'il y a bien sûr entre la recherche et la formation. Chers docteurs, maintenant je reviens vers vous, chers nouveaux docteurs, car vous allez prendre maintenant des voies très différentes. Aussi bien dans le monde académique, on vous souhaite également, pour ceux qui le veulent, d'avoir en fait la possibilité de continuer dans la recherche publique, mais également de travailler dans le secteur privé. Vous verrez que votre formation à la recherche et par la recherche vous sera utile tout le long de votre vie. Et pas seulement vos compétences disciplinaires, mais aussi toutes les compétences nécessaires à l'aboutissement de votre projet de thèse. Votre rigueur scientifique, votre abnégation, votre sens de l'éthique, votre curiosité, votre ouverture d'esprit, les 1001 choses que vous avez dû traiter au quotidien pour arriver au bout de votre projet. Également, bien sûr, votre aptitude à travailler en équipe et également les talents que vous avez développés pour la communication orale, écrite, également en utilisant, bien sûr, des langues étrangères. Certains d'entre vous donc, vont changer complètement d'orientation, mais vous verrez que tous ces acquis vous suivront toujours. Donc votre formation, vos qualités sont de vrais atouts qui sont pleinement reconnus aussi bien dans les secteurs publics que privés, je vous l'assure. N'oubliez jamais maintenant que vous êtes, et pour toujours, docteur de l'Université de Strasbourg. Soyez-en fiers. Comme nous sommes fiers également de votre réussite. Strasbourg, comme vous le savez, jouit d'une réputation internationale dans de nombreux domaines. Donc être docteur de l'Université de Strasbourg, quelle que soit votre discipline, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc vous devenez, on l'a dit aujourd'hui, des ambassadeurs de l'Université de Strasbourg. Gardez contact entre vous, avec nous, avec votre laboratoire, avec vos équipes, en particulier avec l'aide du réseau Alumni. Vous savez tous, votre génération en particulier, l'importance de constituer un réseau. Et ce réseau, ce n'est pas uniquement pour des raisons professionnelles. Il vous sera également utile tous les jours dans votre vie, tout
tout simplement de citoyens et de citoyennes. Je vous félicite encore. Bravo à toutes et à tous et bonne route. Je vais reprendre votre écho. Merci, merci professeur Marillon pour ces mots importants pour nos docteurs qui sont derrière leur écran aujourd'hui. Il nous manque évidemment hein, pour cette cérémonie. On les retrouvera en 2022. Je vais tout de suite passer la parole à nos invités prestigieux de l'année 2021. L'une plutôt, nous parle de Heidelberg en Allemagne et l'autre de Suisse. Un grand merci à vous pour votre disponibilité en amont de la manifestation et ce jour. Une marraine et un parrain intrinsèquement européens, quoi de plus logique tant l'Europe est l'ADN de notre université. Européens convaincus, ces deux personnalités comptent parmi les docteurs honoris causa 2021. Nous aurons un immense plaisir à les accueillir physiquement en novembre pour une cérémonie spécifique. Honneur aux femmes, le professeur Irene Dingel, directrice du Leibniz Institut für Europäische Geschichte. Par ses importants travaux personnels sur la controverse et la concorde et sur le potentiel de paix des religions, Irene Dingel apporte une contribution importante à des problématiques sociétales actuelles. Le prestigieux institut qu'elle dirige favorise le développement des recherches sur l'histoire de l'Europe et sur les jeunes Européens. Professeur Dingel, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Messieurs les présidents, chers collègues, mesdames et messieurs, et surtout chers docteurs, tout d'abord, toutes mes félicitations. Cette cérémonie marque la fin d'un long processus que vous venez de conclure avec grand succès et dont vous pouvez être très fiers. En tant que professeur d'histoire de religion, travaillant dans un institut historique, j'ai l'habitude de me tourner vers le passé pour expliquer le présent. Une telle rétrospective nous révèle qu'aujourd'hui, avec cette cérémonie solennelle, nous nous inscrivons dans une longue tradition universitaire. Dès le Moyen-Âge, lorsque les premières universités ont été fondées en Europe, le diplôme de doctorat était conféré de manière festive dans un lieu public, soit dans une église, soit dans une grande salle de l'université. Les gradués s'y rendaient en procession solennelle, accompagnés d'amis et de parents. Bien entendu, n'étaient admis à cette graduation que ceux qui avaient bien passé leur disputation de doctorat et qui n'avaient pas contrevenu à la discipline universitaire pendant leur vie d'étudiant. Un mauvais comportement, le non-respect du code vestimentaire qui régnait à cette époque-là, où la fréquentation des tavernes était mal vue et pouvait très sérieusement faire obstacle à obtenir un diplôme de doctorat. Aujourd'hui, les circonstances ont heureusement changé, bien que la pandémie de la COVID-19 nous ait à nouveau imposé une discipline stricte. Quoi qu'il en soit, le ou la titulaire d'un doctorat est encore aujourd'hui considéré comme un personnage dont le comportement social et éthique doit être exemplaire. Mais jetons aussi un coup d'œil au passé immédiat, à cette période où vous faisiez des recherches pour écrire votre thèse de doctorat. Pendant ce temps-là, on fait généralement des expériences qui sont caractéristiques pour tout travail scientifique. Tout d'abord, on investit de nombreuses heures de recherche intensive en grande concentration, parfois forcé à renoncer aux plus simples petits plaisirs quotidiens. Mais cette expérience a aussi des aspects positifs et fascinants. La recherche, aussi bien en sciences humaines qu'en sciences naturelles, peut devenir une grande aventure, un voyage vers l'inconnu dont on ne peut pas prévoir les résultats. Parfois, le chercheur ou la chercheuse travaille même comme un détective. Il ou elle se met en quête d'indices, élabore des théories, les vérifie par rapport aux sources historiques ou aux faits contemporains et découvre des solutions, trouve des réponses aux questions de recherche posées précédemment. Tout cela peut être passionnant et enthousiasmant.
surtout lorsqu'on a pu obtenir ces résultats grâce à une bonne collaboration ou lorsqu'on peut partager les résultats avec d'autres chercheurs et ainsi faire avancer leurs projets de recherche. Je suis sûre que vous avez tous fait l'expérience que la coopération et la recherche en collaboration sont très enrichissantes. En plus, pendant cette période de préparation au doctorat, souvent les relations avec les collègues, les amis et la famille acquièrent une nouvelle dimension en profondeur et sincérité. Cet horizon d'expérience va vous accompagner à l'avenir, que votre parcours vous conduise dans le monde universitaire ou dans d'autres contextes professionnels. En ce qui concerne l'avenir, il y a encore un autre aspect que j'aimerais bien mentionner. En tant que docteur de l'Université de Strasbourg, notre société va vous considérer bien entendu et en première ligne comme expert dans votre domaine académique ou scientifique et vous allez bénéficier de l'estime et du respect appropriés. Mais vous êtes aussi en quelque sorte des ambassadeurs et les ambassadrices de votre université, d'une université de format hautement européen. Recevoir un diplôme de doctorat de l'Université de Strasbourg est, pour ainsi dire, une tâche et une obligation européenne. Dans sa culture, son architecture, sa science, Strasbourg, ville et université, combine des influences qui dépassent les frontières nationales. Strasbourg, non seulement en tant que siège du Parlement européen, mais en général, peut être considéré aujourd'hui comme un symbole de la maison de l'Europe, conçu après la Seconde Guerre mondiale conjointement par les Français et les Allemands. C'est pourquoi, venant de l'Institut Leibniz d'Histoire européenne de Mayence en Allemagne, une institution créée en 1950 par les Français et les Allemands, je suis particulièrement fière et honorée d'être votre marraine aujourd'hui. Encore une fois, mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux pour un avenir riche en succès et bonheur. Vielen Dank. Merci beaucoup pour vos mots très chaleureux. Nous allons maintenant passer la parole à un autre invité prestigieux de cette cérémonie, avec le professeur Jacques Dubrochet, notre parrain 2021. Prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la cryomicroscopie électronique en 2017. À bientôt 80 ans, je crois. Vous avez l'air toujours très très jeune. Vous avez entretenu des relations scientifiques étroites avec l'IGBMC à Strasbourg et notre reconnaissance comme site national de cryomicroscopie électronique vous doit beaucoup. Vous êtes aussi un homme engagé, profondément engagé. Vous incarnez une forme d'exemplarité du scientifique éclairé qui devient citoyen responsable par un investissement considérable au service des plus pauvres en Inde. À vous la parole. Je suis touché et ému de me retrouver devant vous, 395 nouveaux docteurs, femmes et hommes de toutes les disciplines. Aïe, c'est un moment important. Oui, avec votre doctorat, vous avez prouvé que vous êtes intelligent. Pas de doute, on n'y arrive pas sans ça. Et même ainsi, dans votre petit domaine, peut-être tout petit domaine, vous êtes les meilleurs. Le meilleur. C'est-à-dire que, comme disent les Américains, vous êtes second to none. Bien sûr, c'est votre spécialité. Bravo, ce sera avec ce bagage, avec cette pierre de base que vous pourrez continuer. Je suis plus ému encore par la pensée de votre diversité. Tous les domaines de la connaissance sont portés par vous. Chacun dans son petit domaine, bien sûr, mais tous ensemble, ça fait le savoir de l'humanité que vous portez. Et j'aimerais vous raconter une plaisanterie. La plupart la connaissent, c'est les usines. Mais j'y reviens. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa clé. Il la cherche depuis longtemps sur le bord de la route.
Et petit à petit, d'autres personnes sont venues lui aider. Ils sont là tout en groupe, qui travaillent à chercher cette clé. Et puis il y en a un qui dit tout à coup, mais dis donc, vous êtes sûr de l'avoir trouvé là, perdu là? Mais non, c'est dans le champ là-bas, mais là-bas, il n'y a pas de lumière. Bien sûr, vous allez commencer une carrière beaucoup pour vous de chercheurs dans un domaine universitaire, de recherche pure ou de recherche appliquée, dans tous les domaines de la pensée, et vous voulez vous faire votre place là-dedans, vous voulez faire votre carrière. Et l'attrait habituel, la méthode la plus traditionnelle, la plus évidente, c'est je vais où il y a du succès à gagner, c'est-à-dire où tous les autres se précipitent parce que tout le monde sait que là-bas, c'est une large avenue. C'est la même chose que la clé. Où tout le monde cherche, il n'y a pas beaucoup de place pour le nouvel arrivant. Le grand truc pour faire sa carrière, c'est d'aller ailleurs. Et aller ailleurs, la méthode, c'est d'aller plus largement que son petit domaine, c'est-à-dire d'aller collaborer avec des gens extérieurs. Il est étonnant de voir combien l'ouverture à des autres domaines n'est pas pratiquée intensément. Vous êtes biologiste, alors allez en physique. Vous êtes physicien, allez en mathématiques. Oui, tout ça c'est trivial, c'est vrai. Mais vous êtes ethnologue, eh bien, allez en religion. Ou bien, si vous êtes dans les domaines de la religion, eh bien, allez en biologie, par exemple. Et ainsi, vous avez des chances de rencontrer des gens différents, des gens qui ont d'autres idées que celles qui vous ont abreuvé pendant les X années que vous venez de passer, et vous en sortirez avec des ouvertures plus larges. Vous voyez, moi, on m'a donné un prix Nobel, il ne faut pas s'y tromper, il y a essentiellement de la chance là-dedans. C'est vrai que par caractère, je n'aime pas entrer en compétition directe avec les autres. Oh, mais j'aime bien entrer en compétition avec moi-même. Et j'ai toujours cherché des endroits où il n'y avait pas grand monde pour faire la même chose que moi. Ainsi, j'ai fait ce travail, nous avons fait ce travail sur l'eau, et puis tout à coup, ça c'est la chance extraordinaire qui arrive quelquefois en recherche, on découvre quelque chose auquel personne ne s'attendait, surtout pas vous-même. Découvrir, partir en recherche en disant « je vais découvrir ça », ben c'est fichu d'avance. Par contre, si vous cherchez, vous ne savez pas très bien quoi, mais dans un domaine ouvert et nouveau, alors là, vous donnez votre chance. Oui, s'élargir. Au fait, je vous disais, vous êtes intelligent parce que vous avez fait votre thèse. Oui, certainement. Mais pour moi, l'intelligence, c'est plus que ça. L'intelligence, c'est l'ouverture, c'est la largeur de vue, la grandeur du domaine sur lequel on est capable de penser, et c'est ce que je souhaite, et je suis persuadé que vous ferez. En tout cas, vous en avez les moyens, puisque 395 d'entre vous travaillent dans 395 domaines forcément différents, un peu différents en tout cas. Et puis il y a un domaine qui nous intéresse particulièrement et tous, c'est, dans le fond, notre planète. Et notre planète nous pose des questions. Et il y a de la place pour nous tous, et surtout, il y a de la place pour être citoyen. Au jour d'aujourd'hui, notre planète a besoin de citoyens intelligents, de citoyens scientifiques, parce que les connaissances et les compétences que vous avez acquises sont nécessaires à
la citoyenneté. Oh, demande pas que tous les citoyens soient docteurs, mais ceux qui sont docteurs ont un rôle, je suis persuadé, particulièrement important à jouer comme citoyens. Vous savez la situation, vous êtes, la plupart d'entre vous, jeunes. Quand vous aurez mon âge, si on n'agit pas très fort et massivement pour changer la route actuelle de notre société, vous serez dans une situation qui n'est pas tolérable. Vous avez, vous, à changer cette situation et à repartir mieux pour que, lorsque vous aurez mon âge, vous puissiez vivre dans un milieu harmonieux, mais que vous aurez contribué à construire. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je peux dire, c'est facile quand on est bientôt dehors, c'est ce que je vous demande. Je vous laisse en vous remerciant et en vous souhaitant courage et intelligence. Merci à vous, professeur Dubrochet, pour vos mots très inspirants, sans doute, pour nos docteurs. Et maintenant, place à votre reconnaissance, par écran interposé toujours, où on va vous honorer, vous fêter, vous remercier, vous les docteurs Unistra. Pour cela, je vais inviter vos directeurs d'école doctorale à venir me rejoindre par groupe de 2 ou 3. Et pendant que nous allons les interroger, vous allez voir s'afficher votre nom dans la liste des docteurs de votre école d'appartenance. J'appelle, ou je devais appeler plutôt, Andrea Hamann, mais directrice de l'école doctorale sciences juridiques et professeure de droit public, mais qui est malade aujourd'hui, donc je vais lire un mot à sa place. Et en même temps, j'appelle Christophe Godlewski, directeur de l'école doctorale Augustin Cournot, sciences économiques et gestion, sciences technologie santé et professeur en sciences de gestion. Alors, on a préparé une série de questions pour l'ensemble des directeurs d'école doctorale. C'est presque ma thèse en 180 secondes pour eux aujourd'hui. Ils vont piocher une question et y répondre. Et donc, nous allons avoir les noms des docteurs qui vont s'afficher sur l'écran. Comment choisir un bon sujet de thèse ? Vous avez donc moins de 2 minutes pour y arriver. Merci. Eh bien, c'est un vaste sujet. Du point de vue de mon domaine, donc l'économie et la gestion, je pense qu'il s'agit là d'un processus non linéaire qui, par itération successive, devrait mener à un équilibre dans le couple directeur de thèse et doctorant. Je pense que tous les deux devraient s'y retrouver. Il faut donc faire confiance au directeur de thèse, de préférence bien le choisir, pour qu'il guide vers un sujet porteur qui soit en même temps réalisable et aussi avec un impact à la fois académique et sociétal. Et il faut également que le doctorant soit conscient de ses motivations afin de tenir pendant plusieurs années dans un processus non linéaire. Merci beaucoup pour cette réponse. Beaucoup. Il y a donc 13 soutenances qui ont été soutenues, évidemment, cette année dans votre école doctorale. Concernant Andrea Hamann, la directrice de l'école doctorale sciences juridiques et professeure de droit public, elle nous a envoyé ce petit mot puisqu'elle est au fond de son lit. Elle devait aussi répondre à une question, hein. Mais visiblement, ça a été un tout petit peu plus compliqué. Donc, je lis simplement son message. Au nom de l'école doctorale des sciences juridiques, nous adressons nos pensées les meilleures et nos chaleureuses félicitations à l'ensemble des docteurs de l'Université de Strasbourg. Nous leur souhaitons le meilleur pour la poursuite de leurs projets personnels et professionnels. Belle journée à vous tous. Donc voilà pour les premières 2 écoles doctorales concernés. Second moment, nous en aurons donc 4 pour vous fêter aujourd'hui. J'invite maintenant à me rejoindre devant la scène Isabelle Ibarren, qui est directrice de l'école doctorale théologie et sciences religieuses et professeure d'histoire de philosophie médiévale. 15 soutenances ont été
ont été réalisés en 2020, et William Gasparini, qui va venir en même temps, professeur Gasparini, directeur de l'école doctorale Sciences humaines et sociales. Voilà, alors pareil, vous allez donc... voilà. Alors, qu'est-ce que peut apporter un docteur au monde de l'entreprise? Donc, pour une médiéviste, c'est un défi, mais je pense que je peux le relever. D'autant plus que le rôle social joué par les docteurs de nos jours, c'est de plus en plus reconnu. Donc c'est une question qui est étroitement liée à la question des compétences qu'acquièrent les doctorants. Donc il peut apporter énormément de choses. Donc tout d'abord, grâce au doctorat, il a acquis une capacité analytique, une rigueur dans l'argumentation, un sens de l'initiative, une capacité de travailler de façon autonome, mais aussi dans un milieu, dans sa communauté scientifique. Donc il est ouvert au débat, à l'échange. Il sait construire un argument. Il est capable, parce qu'il en a l'habitude, il ou elle, je ne devrais pas être en femme, être un peu plus inclusive, de processer une grande quantité d'informations, en dégager les enjeux principaux. Enfin, c'est pas donné à quiconque. Donc c'est tous des compétences et des capacités qui sont absolument cruciales dans n'importe quel milieu laboral. Donc il y a énormément à apporter, peu importe la nature de l'entreprise. Et dans mon domaine, en théologie et sciences religieuses, disons que le défi sociétal, je n'ai pas à le rappeler, est de taille. Donc on est mieux positionné que quiconque pour contribuer avec un recul critique, pour neutraliser toute forme de fondamentalisme et justement relever l'enjeu des questions de dialogue interreligieux, surtout à Strasbourg, qui par son régime concordataire, la religion, ça fait partie du débat public, pas seulement chacun dans son foyer, ça fait partie du débat public. Donc pour nos docteurs de l'ED 270, j'espère que vous mesurez à quel point votre apport est important, et je profite simplement pour vous féliciter très chaleureusement. Merci beaucoup, professeur. Nous allons passer la parole au professeur Gasparini. Voilà, vous pouvez enlever le masque. Nous vous proposons à tous d'enlever le masque quand vous êtes ici. Je rappelle, les gestes sanitaires sont complètement respectés. Y a-t-il une aide à l'insertion professionnelle des docteurs? Il fallait que ça tombe sur moi. Voilà, vous avez 3 minutes. Oui, voilà, cher docteur. Mais je suis sûre que vous avez plein de choses à nous dire. C'est ça. Alors effectivement, il y a de l'aide à l'insertion professionnelle des docteurs. D'une part, il y a, dans le cadre des formations transversales, il y a des formations organisées par le collège doctoral qui préparent l'insertion professionnelle. C'est des séminaires, des modules de pré-professionnalisation dans certains domaines. Ensuite, il y a aussi l'espace Avenir qui propose aussi des formations. Et nous-mêmes, au sein de l'école doctorale, nous aidons les docteurs ou doctorants, futurs docteurs, à se pré-professionnaliser ou à se professionnaliser. Je vous donne quelques exemples. Nous avons organisé il y a un mois, en visioconférence, une table ronde sur l'insertion professionnelle des docteurs avec des parcours académiques et non académiques. Et donc, nous avons eu d'anciens docteurs de mon école doctorale, que ce soit des consultants, des conservateurs, des responsables de bibliothèques, des maîtres de conférences, des chercheurs, des personnes qui travaillent dans des services de DRH, Direction des ressources humaines, dans différents domaines, qui ont parlé de leur expérience et ce que leur a apporté leur doctorat. Donc nous organisons ça au niveau de l'école doctorale et dans les laboratoires qui font partie de notre école doctorale. Il y a des formations aussi. Par exemple, vous savez qu'en SHS, l'un des grands débouchés, ce sont quand même des carrières académiques, des métiers d'enseignants-chercheurs, de chercheurs. Et donc, les collègues organisent, par exemple, des formations à la qualification. Qu'est-ce qu'une qualification devant le CNU? Comment se présenter dans une audition? Donc, c'est aussi une manière de se pré-professionnaliser. Voilà, donc, les différents acteurs de l'école doctorale, collège doctoral, école doctorale, laboratoire, organisent
aide à la professionnalisation. Et ensuite, nous faisons venir aussi d'anciens docteurs qui présentent leur parcours, qui ne sont pas que des parcours dans le milieu académique. Merci beaucoup Voilà. à vous. On va vous inviter à rejoindre votre place. Nous allons passer à une nouvelle séquence de cette cérémonie avec les prix de la Société des Amis de l'Université. Comme vous le savez, tout empêchement a un effet positif, si je peux m'exprimer ainsi. Puisque spécificité de cette édition 2021, tous les docteurs, je dis bien vous derrière votre écran, vous allez pouvoir assister à la remise des prix de thèse, et pas simplement les lauréats. Ces deux moments étaient séparés lorsque la cérémonie avait lieu dans l'Aula Marc Bloch du Palais universitaire. Nous allons commencer par remettre les prix de thèse décernés par la Société des Amis de l'Université et j'invite donc à me rejoindre Claude Rousset, son président. Avant d'écouter deux lauréats en vidéo, une question. D'année en année, vous êtes fidèle au poste et vous continuez à être très attaché à la remise de ces prix, comme d'ailleurs à toutes les activités de l'université. Pouvez-vous nous éclairer sur vos choix et l'importance symbolique de ces 8 prix décernés par la Société des Amis ? Oui, bonjour à tous les docteurs, bonjour également à leurs professeurs. Le choix des 8 prix, c'est tout à fait proche de l'Université de Strasbourg. En fait, ce qu'on cherche, c'est la diversité dans nos choix. En fait, les choix sont préparés bien sûr par l'école doctorale et donc après on fait notre tri à l'intérieur et on est toujours sensible effectivement à cette pluralité de possibilités que nous offre l'Université de Strasbourg à l'intérieur de ces disciplines. Mais nos choix aussi, c'est peut-être, et c'est un peu mon souhait personnel, c'est de me dire aujourd'hui, quelque part, cher docteur, c'est votre jour de gloire. Parce que nos choix, c'est une chose, vous récompenser, c'en est une autre. Et cher docteur, c'est véritablement aujourd'hui votre reconnaissance, la reconnaissance de votre excellence, la reconnaissance de votre parcours, et puis le prix qu'on va vous offrir, on espère que ça va vous permettre d'aller un peu plus loin, d'intégrer vos postes dans vos postes doctorants, de contribuer à perpétuer cette connaissance que vous recherchez depuis le début de vos études. C'est essentiellement la raison de nos choix, c'est de se dire on participe au succès de ces étudiants et de ces lauréats. Pour nous aussi, c'est la célébration aujourd'hui d'une journée extraordinaire parce que c'est le point de rencontre en fait entre les étudiants, les lauréats, les docteurs. C'est le point de rencontre avec une université qui est absolument à la fois performante, historique, et on peut lui attribuer, à laquelle il y a une dimension. Tout à l'heure, le président citait, je ne sais plus, 55 000 élèves, 5 000 personnels. Ce sont des équipes qui fonctionnent pour former tous ces élèves. C'est absolument remarquable. Et le dernier point aussi que je voudrais citer, c'est que c'est le point de rencontre aussi avec la société civile. Et cette société civile, nous, on la recherche à travers aussi nos prix, parce que les entreprises, les collectivités financent une partie aussi de ces prix de thèse qu'on remet aux étudiants. Et je voudrais aussi les remercier et peut-être en citer quelques-uns. La région Grand Est, bien sûr, le CEA, l'ancien conseil départemental. La collectivité européenne d'Alsace. Exactement. L'Eurométropole de Strasbourg, et puis quelques sociétés privées. Je citerai la Société Générale et bien sûr, de très très longue date, l'Association de Dietrich. Donc je voudrais profiter de l'occasion, cher docteur, pour vous montrer à quel point vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré de tous ces amis des universités, et même si vous ne les connaissez pas particulièrement, eux vous connaissent et vous reconnaissent. Merci à tous. Merci beaucoup pour ces mots. Et nous allons tout de suite découvrir ensemble deux lauréats. Farah Bouhedda, pour sa thèse en biologie moléculaire intitulée « Développement des nouveaux aptamères d'ARN fluorogènes pour la conception d'outils d'imagerie » et Jean Quétier pour sa thèse en philosophie intitulée « Théoriser le communisme dans les organisations ouvrières, le travail de parti de Karl Marx ». Vidéo. Alors bonjour à tous, moi c'est Farah Bouhedda et avant de vous parler un peu de mes travaux de thèse, j'aimerais remercier l'Université de Strasbourg pour ce prix qui est un peu pour moi la cerise sur le gâteau.
Alors en ce qui me concerne, je suis fraîchement diplômée d'un doctorat de biologie moléculaire et de biochimie que j'ai réalisé à l'IBMC à Strasbourg. Et donc en tant que biologiste moléculaire, moi ce que j'aime c'est comprendre les molécules du vivant, les ingénierer et même en créer de nouvelles. Et je pense que vous avez tous déjà entendu l'adage « les bons outils font les bons ouvriers ». Alors c'est vrai en artisanat, mais c'est également vrai en biologie, puisque les grandes avancées biologiques ont toujours ou presque été accompagnées par des avancées technologiques. Et donc c'est important de continuer à créer des outils de plus en plus performants pour aider la recherche. Et justement, moi, mon doctorat a consisté à développer un nouvel outil, qui est un outil d'imagerie basé sur la fluorescence pour détecter un type de molécule qui est l'ARN. Alors l'ARN, c'est une molécule centrale dans le vivant, on la retrouve absolument partout, dans tous les règnes, que ce soit chez les plantes, chez les bactéries ou chez les animaux, et qui a un rôle central dans l'expression des gènes et dans leur régulation. Et donc être capable de mieux la visualiser permet donc de mieux la comprendre et aussi de mieux appréhender les conséquences de son dysfonctionnement. Et donc voilà, mes 4 années thèse, moi, ont consisté à créer un nouvel outil d'imagerie que j'aime appeler un gyrophare moléculaire et qui nous a permis de visualiser des molécules d'ARN dans des cellules de mammifères, des cellules humaines vivantes. Et donc, comme toute personne qui développe des outils, moi, ce que j'espère, c'est que dans le futur proche, tout un tas de chercheurs puissent utiliser ce nouvel outil pour mieux comprendre leurs molécules d'ARN dans leur contexte particulier. Et avant de finir cette vidéo, j'aimerais en profiter, bien entendu, pour remercier l'ensemble des membres de mon équipe qui m'a épaulée pendant ces 4 années de thèse. Et aussi, j'aimerais en profiter pour féliciter l'ensemble des nouveaux docteurs de cette promotion, puisqu'on sait qu'un doctorat, c'est parfois compliqué, c'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices. Et en plus, avec le contexte qu'on a connu sur notre fin de thèse, je pense qu'on peut tous être fiers d'avoir décroché ce diplôme. Donc voilà, un grand bravo à tout le monde et je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite. Bye. Je m'appelle Jean Quétier. J'ai soutenu en septembre 2020 ma thèse de doctorat en philosophie sous la direction du professeur Frank Fischbach, au sein du Centre de recherche en philosophie allemande et contemporaine, rattaché à l'École doctorale des humanités. Ma thèse s'intitule « Théoriser le communisme dans les organisations ouvrières, le travail de parti de Karl Marx ». Il s'agit d'une recherche située à la charnière entre la philosophie et l'histoire, qui entend reconstruire, en s'appuyant sur une méthode contextualiste, les différentes interventions de Marx dans les organisations au sein desquelles il s'est impliqué, de la Ligue des communistes de la fin des années 1840 jusqu'à la jeune social-démocratie allemande des années 1860-1870, en passant par l'Association internationale des travailleurs. Mon enquête s'appuie sur l'exégèse des différentes sources dont nous disposons au sujet de cette activité, en particulier sur des procès-verbaux de réunions et des correspondances. L'analyse de ces documents m'a permis de montrer que, loin de constituer un témoignage accessoire qui permettrait au mieux de se faire une idée de la manière dont Marx s'efforçait de mettre en pratique des réflexions qu'il avait élaborées en amont, cette matière offrait au contraire l'occasion d'observer une théorie en train de se faire. Irréductible à de simples lieux de pouvoir dans lesquels Marx aurait uniquement cherché à asseoir son influence, les structures partisanes dans lesquelles il a été amené à intervenir tout au long de sa vie font ainsi figure de laboratoire, au sein desquels une bonne part de ses thèses a vu le jour. C'est vrai en premier lieu de sa conception de l'organisation, que l'on chercherait en vain à saisir sans se référer à sa pratique militante, tant la théorie du parti de Marx est en même temps une théorie dans le parti. C'est vrai également de sa théorie du communisme, dont certains des aspects les plus concrets n'ont été formulés que dans ce cadre collectif, à la faveur d'échanges constants avec les différents acteurs du mouvement ouvrier et à rebours de toute logique sectaire. À travers cette recherche, couplée à un travail d'édition et de traduction que je mène depuis plusieurs années au sein du projet de la grande édition Marx et Engels, la GEM, j'ai tâché de contribuer au développement d'un champ de recherche, celui des études sur Marx, en plein renouvellement depuis un peu plus d'une décennie. En prenant pour objet spécifique la question de l'organisation politique, je me suis par ailleurs efforcé de proposer un éclairage nouveau sur un enjeu qui est loin d'avoir disparu des débats contemporains, celui de la forme parti. Donc merci à nos lauréats de prix des thèses de la Société des Amis de l'Université. J'appelle maintenant à me rejoindre
Jérôme van der Weer, directeur de l'école doctorale des sciences de la Terre et de l'environnement, et Aziz Digna, directeur de l'école doctorale physique et chimie, professeur en chimie des matériaux. Il devait y avoir aussi avec nous Grazia Giaco, directrice de l'école doctorale des humanités, maître de conférences en musique et didactique de l'éducation musicale. Elle aussi, souffrante, ne sera pas avec nous aujourd'hui. Vous allez tous les deux prendre une question, et pendant le temps de réflexion qui vous est laissé, je vais lire le petit mot qui a été transmis par Grazia Giaco. L'école doctorale 520 des humanités tient à féliciter chaleureusement l'ensemble de ses 33 docteurs de l'année 2020, et tout particulièrement Jean Quétier, lauréat du prix de thèse cette année, que vous venez d'entendre. Ces thèses sont le fruit d'un long travail spécifique à chaque discipline, avec ses méthodes et son épistémologie, mais aussi spécifique à un champ, celui des études humanistes porteuses d'une longue tradition. Les thèses préparées au sein de notre école doctorale reçoivent le soutien des 9 unités de recherche, toutes impliquées dans la compréhension du monde, de ses acteurs, des relations entre le passé et le présent, afin de préparer le monde du futur. Nous adhérons pleinement à la nécessité d'une politique de l'humanité qui, comme l'affirme Edgar Morin, comporterait le souci de sauvegarder indissolublement l'unité et la diversité humaine. Le trésor de l'unité humaine est la diversité humaine. Le trésor de la diversité humaine est l'unité humaine. Elle serait attentive à préserver les cultures menacées par l'homogénéisation et la standardisation. Fermez les guillemets. Je vous passe maintenant la parole, je vous en prie, pour répondre à la question qui vous a été posée. Vous lisez la question. Bonjour, donc ma question que je me pose, c'est quelles solutions sont mises en place pour valoriser le doctorat et valoriser les compétences acquises? Vaste question, en fait, pour l'Université de Strasbourg qui a mis en place un grand nombre de structures pour les doctorants, pour préparer le post-doctorat. Je ne vais pas faire une énumération, mais je vais développer un aspect qui est très présent, en tout cas à l'école doctorale Sciences de la Terre et de l'Environnement, où un grand nombre de doctorats sont préparés déjà d'une certaine manière en coopération ou en collaboration avec des acteurs qui ne sont pas académiques, qui sont extérieurs à l'université, que ce soit des acteurs des collectivités locales comme la région Grand Est, mais c'est aussi un grand nombre d'entreprises dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs des ressources naturelles de toutes sortes. Je pense aussi à Électricité Strasbourg, par exemple. Il y a des tas de doctorats qui sont déjà faits en collaboration avec des tas d'acteurs de la société. Et c'est pour moi l'un des moyens les plus performants, d'une certaine manière, pour préparer les docteurs à ce qui va se passer après. Et donc, voilà, d'une certaine manière, déjà pendant le travail de doctorat, montrer comment on peut s'insérer dans des domaines très appliqués ou moins appliqués parfois, aussi des domaines moins appliqués soutenus par le secteur privé. Et donc c'est pour moi la meilleure façon de valoriser les compétences donc acquises par les docteurs. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Vous allez passer le micro à votre collègue qui a eu un petit mouchoir pour le nettoyer. C'est pas grave, vous inquiétez pas, on va reprendre ça tout à l'heure. Bien, bonjour. D'abord, je vais lire la question. Comment le doctorat est-il perçu par les employeurs hors université, un plus ou un frein? Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter tous, chaleureuses félicitations et tous mes voeux pour un avenir brillant et riche. Pour répondre à la question, il y a une spécificité française, donc je dirais un frein, non. C'était pas tout à fait bien perçu initialement dans la mesure où en France, on a des ingénieurs et donc les entreprises vraiment préféraient plutôt prendre un ingénieur, tout simplement question de coût. Mais après les efforts qui ont été faits ces dernières années, d'ailleurs ça a été souligné par toutes les universités françaises, les accompagnements des écoles doctorales ont permis
aux docteurs de se rendre compte de toutes les compétences développées et aussi aux entreprises de se rendre compte de ces compétences. Donc là, il y a une sensibilisation, une prise en compte qui a permis une réalité. Et donc du coup, les entreprises françaises commencent à suivre l'exemple allemand, parce qu'en Allemagne, c'était le cas déjà auparavant. Donc du coup, on préfère des fois, pour des responsabilités, un docteur qui a développé des compétences en méthodologie de travail, en gestion de projet, gestion de stress, accompagnement d'équipe, gestion d'équipe. Donc, toutes ces compétences qui ont été reconnues et développées par le doctorant, ils sont maintenant un plus et permettent aux docteurs d'être vus comme un plus pour les entreprises aussi françaises qu'internationales. Bonne chance et croyez en vous, on croit en vous. Merci beaucoup pour ces mots. Je vais vous inviter à rejoindre vos fauteuils. Je vais en profiter pour remettre la corbeille à questions. Et sans plus tarder, j'appelle maintenant Monsieur Régis Bello pour la remise des prix de thèse décernés par la Fondation Université de Strasbourg. Régis Bello, je profite de ce moment pour à nouveau signaler la formidable levée de fonds réalisée par la Fondation en 2020 qui s'est complètement adaptée à la situation sanitaire par un appel à dons exceptionnel pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Plus de 1 million, je crois, vous confirmerez. 1 300 000 voilà, euros. 1 300 000. Et pour les étudiants en situation de précarité numérique, 400 000 euros. Pour leur remettre des ordinateurs, outils devenus essentiels, faut-il le rappeler. Alors, pourquoi c'est important pour vous de remettre ce prix ? En fait, la Fondation Université de Strasbourg a pour mission de développer les liens avec le milieu socio-économique et de façon plus large avec la société civile. Donc quand nous voyons des docteurs diplômés de l'université, nous sommes heureux. Quand nous avons la possibilité de participer au prix de thèse qui, je dirais, en plus mettent en valeur les plus méritants d'entre eux, nous sommes particulièrement heureux parce que nous savons que dans les domaines qui les concernent, ils vont pouvoir rayonner, faire rayonner l'université, faire part de leur curiosité, de leur ouverture d'esprit, de leur process de travail. Et donc tout ça, ce sont des aspects qui nous plaisent bien et nous avons 3 prix de thèse dans les 3 grands domaines, sciences techniques, sciences de la vie, sciences humaines et sociales. Donc de ce fait, nous couvrons tout le champ de la société civile et du monde économique en général. Merci beaucoup pour la réponse à ces questions. Et je crois qu'il y a une vidéo. Bonjour, je m'appelle Juliette Deloy, je suis docteure de l'Université de Strasbourg en histoire moderne. Ma thèse, soutenue en décembre dernier, porte sur les pratiques d'écriture au sein du ministère des Affaires étrangères dans un long XVIIIe siècle. Elle a été préparée au sein du laboratoire Arche et au sein de l'école doctorale Sciences humaines et sociales, sous la direction d'Isabelle Laboulet, professeure d'histoire moderne à l'Université de Strasbourg, et sous la codirection de Nicolas Chapira, professeur d'histoire moderne à l'Université Paris-Nanterre. Alors, en travaillant sur une longue période d'études, des années 1710 aux années 1820, ma thèse propose de revenir sur les 2 paradigmes qui ont charpenté le récit canonique du ministère des Affaires étrangères, celui de sa bureaucratisation d'une part, et celui de sa professionnalisation d'autre part, en montrant ce que ces récits-là doivent aux individus qui, au sein même du ministère des Affaires étrangères, en ont fabriqué les sources et l'histoire. À partir de l'étude de types d'écrits extrêmement variés, aussi bien des écrits administratifs et juridiques que des écrits privés, historiques ou littéraires, et à l'aide d'une démarche issue de la micro-histoire et fortement imprégnée de sciences sociales, j'ai pu observer combien la construction de l'État moderne n'est pas seulement à penser en termes de rationalisation de l'administration et de fonctionnalisation des agents. La construction de l'État s'est aussi déroulée avec un personnel informel, des domestiques, et avec les attributs de la domesticité,
comme la fidélité par exemple. Et ces rapports sociaux se jouaient beaucoup par écrit. C'est ce qui m'a intéressée dans mon travail. Je remercie très sincèrement la commission de la recherche, la Société des Amis des Universités de l'Académie de Strasbourg et la Fondation de l'Université de Strasbourg pour ce prix de thèse. Merci Juliette. Pour cette dernière séquence, je vais appeler Petra Helwig, directrice de l'école doctorale sciences chimiques, professeure de chimie du vivant. Le professeur Thomas Noël, directeur de l'école doctorale mathématiques, sciences de l'information et de l'ingénieur, professeur en informatique. Et le professeur Maxime Lehmann, directeur de l'école doctorale des sciences de la vie et de la santé, professeur de biologie cellulaire. Chacun prend sa question et on va vous demander de répondre en 2 minutes à la question que vous aurez piochée. Madame. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je lis d'abord la question. Quelles sont les 3 qualités indispensables pour mener à son doctorat à terme ? Avant de répondre à cette question qui est aussi très vaste, j'aimerais bien féliciter tous les jeunes docteurs qui sont avec nous aujourd'hui. Et je félicite et je souhaite surtout le mieux pour votre avenir. 3 qualités indispensables, très important, la motivation. 3 ans, c'est très long. Souvent, les gens qui choisissent de faire une thèse, ils sortent d'un master, ils ont fait 6 mois de stage, ça leur a plu. Travailler 6 mois dans un laboratoire de recherche, par exemple en chimie, c'est souvent ça. 3 ans, c'est beaucoup plus long. Il faut une motivation qui est très importante pour mener à terme. Les docteurs qui sont avec nous, les jeunes docteurs, pourront confirmer ça. Une thèse n'est pas toujours simple. On a déjà entendu parler de la linéarité juste tout à l'heure. Donc il y a des moments très difficiles. C'est donc très important. Un autre point que je pense c'est crucial, c'est d'avoir effectivement un esprit ouvert. Être débrouillard. Vous allez avoir des moments inattendus dans une thèse et il faut vraiment savoir réagir. Et c'est ça qui, après, pour votre métier derrière, va vous permettre d'avoir vraiment un grand plus avec un doctorat, parce que vous avez appris à gérer des situations très compliquées, parfois. Parfois pas, mais ça arrive. Pour ces docteurs qui sont là maintenant avec nous, c'était le Covid, voilà, c'était vraiment une situation exceptionnelle. Tous ceux, et je félicite, qui ont réussi à finir, c'est très très bien, très difficile parfois. Vous avez en partie travaillé à la maison sur une thèse en chimie expérimentale. Ça, c'est effectivement quelque chose de presque impossible, et c'est réussi. Une troisième, il y a plein d'aspects qu'il faut. Je me permets de faire un troisième rapide, très inattendu, l'esprit ouvert vers l'international. Parce que si vous voulez aller vers la recherche ou vers l'industrie, les deux sont possibles en chimie, mais aussi dans d'autres domaines, évidemment. Si vous n'avez pas d'ouverture vers l'international, vous n'allez pas réussir très bien. Donc c'est, je trouve aussi un très important point. Voilà. Merci beaucoup, professeur Helwig. C'est au professeur Noël, directeur de l'école doctorale mathématiques, sciences de l'information et de l'ingénieur, de répondre à la question. Bonjour. Alors la question, c'est quel conseil donner à un étudiant pour valoriser son doctorat ? Peut-être le premier conseil, ce serait de ne pas attendre d'avoir son doctorat, de le faire tout au long de la formation, de communiquer le plus possible sur ses recherches, d'aller au maximum de séminaires, ne pas hésiter à discuter avec le maximum de gens, d'aller au maximum de conférences s'il en a la possibilité. Et puis, une fois qu'il a son doctorat, profiter des outils qui sont mis à sa disposition. Alors, parmi certains des outils, il y a notamment la solution qui est proposée par l'université en collaboration avec la SAT sur la maturation, ce qu'ils appellent Mature Your PhD, qui permet à des doctorants sélectionnés, retenus, de passer encore plusieurs mois, voire des années, à aller jusqu'au bout de leur preuve de concept, aller jusqu'au bout de leur outil, de ce qu'ils ont développé, de leur recherche, pour proposer une solution viable, développer leur entreprise, lancer leur start-up ou intégrer une société pour y mettre en fait l'ensemble de leurs compétences à disposition. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse à vos questions. Je vous en prie, c'est votre tour. Merci de lire la question. Oui, bonjour. Donc la question, c'est est-ce que le doctorat est uniquement un objet académique ? Alors avant de répondre à cette question, je voudrais tout d'abord spécifier que je suis directeur adjoint de l'école doctorale et que j'ai l'honneur de représenter Catherine Schuster qui malheureusement n'a pas pu se présenter devant vous aujourd'hui. Mais en son nom, je vous félicite très chaleureusement. Et j'associe également notre secrétaire Mélanie Muser, que beaucoup d'entre vous
ont vu et avec qui vous avez beaucoup travaillé, beaucoup plus qu'avec nous d'ailleurs, puisqu'elle est le premier contact avec nos doctorants et nos doctorantes, et Frédéric Gros aussi, qui est notre nouveau directeur pédagogique. Donc je vais maintenant répondre à cette question. Alors, est-ce que c'est uniquement un objet académique? La réponse est, à mon sens, non. Vous l'avez compris, le doctorat ou le PhD à l'international est le plus haut diplôme attribué, non seulement en France, mais dans tous les autres pays. Donc, c'est un objet académique, mais c'est beaucoup plus que ça. Vous l'avez entendu pendant toute la présentation aujourd'hui. C'est également une formation professionnelle de très haut niveau et qui, ça a été souligné, est de plus en plus reconnue, y compris en France, par tout le secteur privé, puisque vos compétences développées tout au long de votre doctorat vous permettront d'être des atouts majeurs dans les entreprises. C'est vrai pour les doctorants et les doctorantes de notre école, au travers des biotechnologies et des sciences de la santé, mais c'est vraiment vrai dans tous les domaines qui sont couverts par cette université. Oui, j'ai encore du temps, parfait. J'ajouterai une petite anecdote. Vous avez vu, on est tous docteurs depuis un certain nombre d'années, nous, ceux qui sommes présents ici aujourd'hui. Et les souvenirs que j'ai de mon doctorat, c'était qu'effectivement, à cette époque-là, on avait peu de contact avec l'extérieur. On était un petit peu ce qu'on appelait des rats de laboratoire, où on était enfouis dans notre université et on avait peu de perspectives et peu d'ouverture vers l'extérieur. Et s'il y a quelque chose qui a changé pendant ces années, ces dernières décades, c'est vraiment cette ouverture extraordinaire du doctorat, on l'a souligné, vers la société civile, vers la société privée, et qui vous offre maintenant des possibilités extraordinaires pour vous épanouir dans tous les secteurs de votre vie future, aussi bien professionnelle que, comme cela a été dit par l'un de vos parrains, au niveau de votre rôle de citoyen et de citoyenne. Donc félicitations, bonne continuation et encore bravo. Merci à vous pour ce parfait calage avec le nom des docteurs. Je vous invite à retourner à votre place. Et je vais inviter à nouveau le professeur Barillon à nous rejoindre pour remettre les prix de la commission de la recherche. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les prix et combien sont remis aujourd'hui? Oui, bien évidemment. Donc, c'est toujours en effet un moment important. Donc, j'en profite à nouveau pour remercier la Société des Amis des Universités, d'accord, et bien sûr la Fondation Université de Strasbourg pour leur soutien. Merci à leurs présidents respectifs, donc messieurs Claude Rousset et Régis Bello. C'est un moment en effet important. Donc, vous avez vu, il y a 20 prix de thèse qui sont décernés. Il y a eu donc, je vous rappelle, 394 doctorats décernés cette année. Il y a eu 127 candidatures à ces prix, d'accord. Donc, je refais également l'annonce ici aux futurs directeurs de thèse, également, je veux dire au niveau des directeurs d'unité, de faire de la publicité, d'inciter justement tous les doctorants à déposer leur dossier pour tenter leur chance. Il y a eu donc une sélection très rigoureuse qui se fait déjà au niveau des écoles doctorales qui classent ces dossiers justement selon leur domaine de compétences. Donc 39 dossiers ont été présélectionnés par les écoles doctorales. Je vous rappelle que nous avons 10 écoles doctorales. Et donc parmi ces 39 dossiers, je dis tous auraient mérité bien sûr un prix, mais c'est le principe des prix. Donc à la fin, il n'y en a que 20. Et donc l'attribution a été faite également après un processus rigoureux avec les membres de la commission recherche de l'université. Donc voilà, donc, pour vous dire, donc, il y a eu en tout 11 lauréats, 9 lauréates, donc quasi parité, et donc dans tous les domaines. Puisque si on fait un décompte, 7 prix dans le domaine 1, c'est-à-dire le domaine sciences humaines et sociales, droit, gestion, économie, 7 dans le domaine sciences et technologies et 6 dans le domaine vie et santé. Voilà. Merci à vous et nous allons maintenant découvrir deux lauréats, Marius Dorobantou et Simon Lovecchio, qui vont nous raconter leur thèse. Recent advances in the field of artificial intelligence have enabled the creation of computer programs that seem to exhibit capacities that were once thought to be uniquely human, such as creativity, learning, and even intuition. One day, perhaps not that far into the future, we might be faced with machines that reach human-level intelligence. If machines ever reach human-level intelligence, then some very serious questions
can be asked in regards to the notion of human distinctiveness, what makes us special. In Christian theological anthropology, this notion is traditionally articulated in the doctrine of the image of God. The Bible affirms that humans are created in the image and likeness of God. What exactly that is supposed to mean, we don't know for sure, but normally that is understood as something that differentiates human from the rest of creation, from the animals. An intellectual capacity such as reason, or something that only humans are capable of doing, such as dominating the earth. If AI reaches human level, then such interpretations become severely problematic. Could we still speak of human distinctiveness and the image of God in such a scenario? This is precisely the main question behind my doctoral thesis. My conclusion is that the scenario of human-level AI favors a relational interpretation of human distinctiveness. What makes us special and similar to God is neither our intelligence, understood as problem-solving ability or reason, nor our power to dominate the world. On the contrary, our similarity with God might reside in the authentic personal relationships that we form with one another and with God. Humans are deeply relational, and this is what AI is struggling the most to replicate. Compared to AI, we might look stupid, irrational at times, and even outdated, but it is paradoxically due to such limitations that we are able to cultivate the kind of personal, authentic relationships that form the divine image in us. If looking at AI teaches theologians anything, it is that our vulnerability and limitations are just as important, or perhaps even more important, than our capabilities. Bonjour à tous. Donc avant de commencer cette courte présentation, j'aimerais remercier chaleureusement la Fondation de l'Université de Strasbourg ainsi que la Société des Amis des Universités de l'Académie de Strasbourg pour l'intérêt qu'ils ont porté à mon travail de thèse. Je m'appelle Simon Lovecchio, j'ai passé ma thèse dans le laboratoire de Daniel Rivlin, un laboratoire de physique cellulaire à l'IGBMC à Strasbourg, et notre travail s'intitule « Brisure de symétrie et directionnalité dans les systèmes vivants ». Donc l'idée derrière ce projet à l'interface entre la biologie et la physique a été d'essayer de comprendre comment les cellules, à l'échelle unique ou multicellulaire, pouvaient acquérir des mouvements migratoires directionnels, comme ceux en fait qu'on pouvait rencontrer dans certains contextes in vivo. Ici, on a un premier exemple avec en rouge des cellules dendritiques qui vont se déplacer non pas aléatoirement, mais qui vont vraiment se déplacer spécifiquement vers les vaisseaux lymphatiques qu'on va voir en vert ici. C'est important d'avoir à l'esprit que ces mouvements directionnels peuvent aussi se transmettre à une échelle plus importante, à l'échelle multicellulaire. Ici, un exemple, dans le développement du poisson zèbre, on voit un groupe de cellules qui va se déplacer de manière directionnelle d'un point A à un point B. Donc vraiment, pendant ce travail, on s'est intéressé à ces deux échelles, unicellulaire, multicellulaire, et on s'est rendu compte qu'une cellule unique pouvait se déplacer en fait de manière directionnelle, sans aucun gradient chimique, lorsqu'elle a été placée dans un micro-environnement asymétrique. Ici, les asymétries sont représentées par les triangles rouges que vous voyez ici. Ce sont des triangles faits de protéines de la matrice extracellulaire, donc la cellule peut se déplacer entre ces triangles, et ce qu'on se rend compte, c'est que cette cellule va acquérir spontanément un mouvement directionnel. Après avoir quantifié ce genre de migration, nous avons élucidé les mécanismes qui permettaient l'émergence de ce genre de phénomène. Ensuite, à l'échelle multicellulaire, on a essayé de comprendre comment un groupe de cellules spontanément pouvait acquérir un mouvement directionnel, et plus que ça, un mouvement dit cohérent, c'est-à-dire que l'ensemble des individus du groupe vont aller dans la même direction. On a utilisé la microfabrication et la micro-impression pour créer ici des anneaux de cellules, comme vous voyez là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que spontanément, parce que c'est un mouvement spontané, l'ensemble des cellules va avoir un mouvement directionnel. Toutes les cellules vont aller dans le même sens, ce qui va donner un mouvement rotatoire. Encore une fois, après la quantification de ce genre de phénomène, nous avons réussi à comprendre quels étaient les mécanismes qui permettaient l'émergence de ce genre de mouvement collectif. Pour les deux projets, l'approche que nous avons eue ensuite a été de mettre tout ce que nous avons compris des expériences dans des modèles théoriques. Et ces modèles théoriques vont simplement incorporer
toutes les observations de l'expérience. Il n'y a pas de paramètres ad hoc ici, les paramètres sont mesurables par l'expérience. Et nous avons réussi à reproduire in silico les phénomènes que nous observions lors des expériences. Et c'est un peu le paradigme dans lequel on se positionne au labo lorsqu'on fait face à une question. On essaye d'abord de faire des expériences, souvent in vitro, en contrôlant précisément le micro-environnement cellulaire. Ensuite, on incorpore ce qu'on a trouvé en fait dans un modèle théorique. Et ensuite, à la fin, on va tester le modèle et on va voir s'il peut être prédictif, s'il peut prédire de nouveaux comportements. Voilà, j'aimerais remercier donc toutes les personnes qui ont été impliquées dans le projet et les membres de l'équipe, et bien entendu mon directeur de thèse, Daniel Rivlin, sans qui ce projet n'aurait pas été possible. Merci à vous. Merci à nos lauréats. Et pour presque clôturer notre cérémonie 2021, j'invite maintenant le premier vice-président de l'Université Strasbourg, le professeur Michel de Matelin, très engagé. C'est la force de la répétition. Très engagé dans le lien entre les entreprises et l'université, et pour que vos expertises et vos connaissances puissent déboucher sur des emplois. Il est là, à vous la parole. Donc, merci, alors très heureux d'être à la fin de cette magnifique cérémonie. C'est sûr que vous êtes maintenant des nouveaux docteurs de l'Université de Strasbourg. Alors notre souhait, et là je parle au nom de tous mes collègues de l'université, c'est que vous portiez haut les couleurs de notre université. Vous repartez pour certains peut-être dans le monde académique, mais pour d'autres un plus grand nombre dans la société. Notre envie est que vous emmeniez une part de Strasbourg et de cette université dans la carrière que vous allez commencer, ou que vous avez déjà peut-être commencé certains. Et cette dimension qu'elle vous accompagne toute votre vie, on a un réseau, quelque part on compte sur vous pour porter haut nos couleurs. On a un réseau d'alumni, je pense, qui serait ravi de vous voir vous inscrire. Alors la responsable n'est pas là aujourd'hui, mais je me fais sa porte-parole. Ce réseau, c'est quelque part l'Université de Strasbourg qui continue dans le monde entier. On sait que nos anciens vont un peu partout dans le monde, mais aussi un peu partout dans la société. Vous êtes un docteur dans des disciplines qui peuvent être plutôt scientifiques, d'autres plus dans les sciences humaines, sociales. Et il n'y a pas vraiment de métier que les anciens docteurs de l'Université de Strasbourg n'ont aujourd'hui abordé. Donc cette richesse de parcours et cette richesse de carrière, ça fait aussi créer une communauté et notre envie, évidemment, c'est que cette communauté puisse vivre au-delà des périodes, de la période de vie que vous avez passée dans notre université. Donc bravo, parce qu'une thèse, c'est quand même quelque chose. C'est un travail personnel pendant plusieurs années. Souvent, on ne fait pas que lutter on lutte aussi contre soi, finalement, dans une thèse. Et vous avez du coup réussi quelque chose qui doit vous conduire et on le souhaite, à une magnifique carrière dans les années à venir et tout au long de votre vie. Donc bravo encore et bonne continuation au nom de toute l'Université de Strasbourg. Merci beaucoup. Je vais passer la parole pour 2 mots d'avant-conclusion au président de l'université, donc un autre Michel, celui-là, Michel Deneken. Qu'il faut que le dernier mot revienne aux docteurs, donc, parce qu'ils sont à la fois au centre de notre fête aujourd'hui, mais aussi au centre de notre activité universitaire au long des jours, du 1er janvier au 31 décembre. Je ne veux pas terminer d'abord sans dire grand merci à Armel, au service de la communication, au service du département numérique, parce que les moyens techniques sont importants et je crois que la qualité de la retransmission a été au niveau de ce qu'on a voulu faire. Tous les ans, une assistante du 4e étage, où je suis, me guette et je sais qu'elle a une liasse de 400 diplômes. La rectrice a droit à une signature automatique, ce qui est pratique parce que ça prend du temps. Moi, j'y ai pas droit
Et donc chaque fois, c'est quand est-ce que je commence, quoi. C'est quand même le pinceau de bien... En plus, c'est du papier difficile, il faut bien appuyer. Donc Martine, chaque fois, me torture, et puis quand je suis acculé, je le fais. Quand j'ai commencé, je n'arrête plus. Parce que c'est extraordinaire comme voyage. Le président de l'université signe de A à Z des noms, des prénoms imprononçables. Hein. Parfois, il y a des Dupont, mais qui sont nés au Vietnam. Il y a l'inverse. Il y a des prénoms, des noms poétiques. Il y a des sujets de thèse qui sont de véritables romans, auxquels je ne comprends rien. Mais c'est, croyez-moi, une fois la première ou la deuxième feuille de diplôme retournée, c'est un émerveillement du président de l'université. Et pour moi, c'est vraiment un grand merci chaque fois, je le dis sans affect inutile, chaque fois je prononce ce nom et ce prénom et je dis merci à l'équipe et je dis bravo. Donc sachez que dans mon intimité, tous les 395, dans mon bureau, sous l'œil sévère de Martine Arro, j'ai signé et j'ai été heureux pour vous. Et donc maintenant, je souhaiterais que cette signature qui est la vôtre soit aussi la signature de l'Université de Strasbourg, là où vous serez, cher docteur. Et encore une fois, je crois que ça vaut le coup, malgré les difficultés que nous avons de faire vivre l'université, manque de moyens, difficultés de tous ordres, ça vaut le coup de se battre, je crois, parce que je crois que vous êtes notre raison d'être, vous êtes notre fierté. Et donc, je veux maintenant vous laisser. Et vous voyez, à 80 ans, l'enthousiasme du professeur Dubochet montre que la science, parmi les miracles qu'elle fait, c'est de maintenir l'esprit jeune. C'est pas Isabelle Iribarren que je dirais que c'est un des slogans des Blackfriars, d'où elle vient, Semper Lector. Soyons toujours en apprentissage. C'est ce qui nous maintiendra jeunes et ce qui fera de nous une université rayonnante. Merci à vous les étudiants. Merci Michel Deneken. Nous allons maintenant écouter les docteurs, avec un docteur qui représente l'ensemble de votre promotion 2020, Thomas Valentini, qui va s'exprimer devant nous. Monsieur le Président de l'Université, professeur Deneken, Monsieur le Vice-président de la Recherche, professeur Barillon, Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles doctorales, Mesdames et Messieurs, chers collègues. J'ai l'honneur de porter un message de remerciement au nom de la promotion 2020 des docteurs de l'Université de Strasbourg. Si parler au nom de tous, c'est taire les individualités, les spécificités et les spécialités de chacun, je vais en toute humilité faire l'essai d'une synthèse qui nous réunit tous, en initiant par le parcours du doctorant, et qui s'achève aujourd'hui par la remise du diplôme, mais aussi les perspectives et défis qui s'offrent à nous. Le parcours du doctorant n'a rien d'un long fleuve tranquille, mais relève davantage de la traversée d'un océan, où tout est mouvement. Cette image du mouvement renvoie à la pensée socratique, dans laquelle tout est mouvement, doute, perpétuelle remise en cause des propres certitudes. C'est sans doute celle la plus apte à décrire le parcours du doctorant. En effet, la pensée qui conduit à une conclusion est déjà une intelligence qui renonce. S'il faut bien certaines convictions pour vivre, une conviction est déjà une intelligence à l'arrêt. C'est la nécessité de s'enraciner, alors que l'intelligence, elle, conduit à mettre en cause immédiatement, par une subversion heureuse de l'esprit, les conclusions auxquelles elle parvient. C'est pour cette raison que le doctorat n'est pas un point d'arrivée, mais une étape sur un parcours. Une étape que nous n'aurions pas pu rejoindre sans le concours conjoint de notre environnement. Je pense en premier lieu à nos directeurs de thèse, qui sont souvent des exemples d'exigence, aux membres de nos jurys, pour leurs remarques parfois les plus inattendues, à l'Université de Strasbourg, pour nous offrir un cadre stimulant et de réflexion, à nos laboratoires de recherche et nos collègues, à tout le personnel administratif pour leur soutien et l'organisation, mais aussi et surtout à nos proches, familles, conjoints, enfants, qui partagent souvent nos doutes et nous donnent la force de nous dépasser. Merci à vous pour votre soutien, même lorsque vous posez la question qui, sans le savoir, nous cause souvent une souffrance majeure, celle de savoir quand la thèse sera terminée. Aujourd'hui, nous pouvons enfin le dire, la thèse est soutenue. Être docteur, c'est également un engagement plus large, celui de contribuer chacun à nos niveaux à résoudre des défis de notre siècle, qu'ils soient énergétiques, écologiques et sociaux. En effet,
L'humanité n'a pas seulement soif de biens matériels, mais elle aspire aussi à satisfaire une curiosité naturelle, innée, qui était à la base même de la civilisation. Le doctorat, c'est cette quête de la connaissance, une connaissance qui est décisive, en particulier à une époque où la notion même de vérité est attaquée. C'est une mission de toutes celles et ceux qui ont une responsabilité culturelle ou intellectuelle. Celle de restaurer la raison face à la croyance. Celle de restaurer la confiance face au pessimisme. Celle de favoriser la parole de toute nature, mais où la parole raisonnée puisse se faire entendre. Où l'on voit que la vérité se construit à tâtons, et pas seulement dans des affirmations rapides. Bref, restaurer l'orateur sur le gladiateur. Et à ce sujet, rappelons-nous que les batailles qui ne causent aucun regret sont celles faites sur l'ignorance. Bonne continuation et à bientôt. Merci Thomas pour ces mots intelligents, forts et émouvants. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre cérémonie. Après celle-ci, vous pouvez rester connectés car vous pourrez voir l'ensemble des vidéos des lauréats. Nous espérons que ce moment aura été une étape importante dans votre parcours aussi et que cela aura plu à vos familles et vos connaissances. La cérémonie restera disponible sur le YouTube de l'université après ce moment. Comme le disait Thomas, c'est fini. Et en 2022, rendez-vous non pas en terre inconnue, mais à l'Aula Marc Bloch au Palais universitaire. Merci à tous. Il en résulte que leurs stratégies de croissance sont contraintes par le manque de financement, et tout particulièrement de financement externe. Dans la première partie de la thèse, j'ai donc étudié comment des opérations d'introduction en bourse facilitaient la réalisation d'opérations d'acquisition par des petites et moyennes entreprises. Puis, quel était l'impact de ces opérations sur la performance et la rentabilité des sociétés acquisitrices? Et enfin, dans quelle mesure la croissance des PME sous forme de groupes de sociétés, conséquence des opérations d'acquisition, permettait d'élargir le spectre de leurs options stratégiques. Dans la seconde partie de la thèse, j'ai étudié les pratiques de gestion financière, c'est-à-dire de financement et de gestion de trésorerie au sein des petites et moyennes entreprises. Si les petites et moyennes entreprises sont contraintes financièrement, elles font aussi face à des manques de compétences spécialisées en interne dans le domaine de la gestion financière. Il en résulte des difficultés importantes en matière de gestion des stocks et de délai de paiement, ce que l'on appelle la gestion du besoin en fonds de roulement, qui impacte négativement leur performance. L'appartenance à un groupe de sociétés ou l'introduction en bourse représentent deux exemples de configuration organisationnelle qui facilitent la gestion financière en permettant pour les petites et moyennes entreprises l'accès à des ressources financières nouvelles par les marchés de capitaux internes dans le cas des groupes de sociétés ou externes dans le cas des introductions en bourse, mais aussi de bénéficier de compétences financières centralisées dans le cas de l'appartenance à un groupe de sociétés. En synthèse, les travaux de ma thèse mettent en évidence la spécificité et la fragilité des PME dans l'économie par rapport à des entreprises plus grandes et donc l'importance pour les pouvoirs publics de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien à leur développement. Je m'appelle Jean Quétier. J'ai soutenu en septembre 2020 ma thèse de doctorat en philosophie sous la direction du professeur Frank Fischbach au sein du Centre de recherche en philosophie allemande et contemporaine, rattaché à l'École doctorale des humanités. Ma thèse s'intitule « Théoriser le communisme dans les organisations ouvrières, le travail de parti de Karl Marx ». Il s'agit d'une recherche située à la charnière entre la philosophie et l'histoire, qui entend reconstruire, en s'appuyant sur une méthode contextualiste, les différentes interventions de Marx dans les organisations au sein desquelles il s'est impliqué, de la Ligue des communistes de la fin des années 1840 jusqu'à la jeune social-démocratie allemande des années 1860-1870, en passant par l'Association internationale des travailleurs. Mon enquête s'appuie sur l'exégèse des différentes sources dont nous disposons au sujet de cette activité, en particulier sur des procès-verbaux de réunions et des correspondances.
L'analyse de ces documents m'a permis de montrer que, loin de constituer un témoignage accessoire qui permettrait au mieux de se faire une idée de la manière dont Marx s'efforçait de mettre en pratique des réflexions qu'il avait élaborées en amont, cette matière offrait au contraire l'occasion d'observer une théorie en train de se faire. Irréductible à de simples lieux de pouvoir dans lesquels Marx aurait uniquement cherché à asseoir son influence, les structures partisanes dans lesquelles il a été amené à intervenir tout au long de sa vie font ainsi figure de laboratoire, au sein desquels une bonne part de ses thèses a vu le jour. C'est vrai en premier lieu de sa conception de l'organisation, que l'on chercherait en vain à saisir sans se référer à sa pratique militante, tant la théorie du parti de Marx est en même temps une théorie dans le parti. C'est vrai également de sa théorie du communisme, dont certains des aspects les plus concrets n'ont été formulés que dans ce cadre collectif, à la faveur d'échanges constants avec les différents acteurs du mouvement ouvrier et à rebours de toute logique sectaire. À travers cette recherche, couplée à un travail d'édition et de traduction que je mène depuis plusieurs années au sein du projet de la grande édition Marx et Engels, la GEM, j'ai tâché de contribuer au développement d'un champ de recherche, celui des études sur Marx, en plein renouvellement depuis un peu plus d'une décennie. En prenant pour objet spécifique la question de l'organisation politique, je me suis par ailleurs efforcé de proposer un éclairage nouveau sur un enjeu qui est loin d'avoir disparu des débats contemporains, celui de la forme parti. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Salima Yaklifi, je suis docteur en chimie physique de l'Université de Strasbourg. J'ai effectué ma thèse sous la supervision du professeur Vincent Ball à l'INSERM dans l'unité 1121 dans l'équipe biomatériaux et bioingénierie. Mon projet de recherche portait sur l'étude de la structure et du contrôle des propriétés de la polydopamine à l'état de suspension, en film et dans des hydrogels pour des applications biomédicales. Comme j'aime dire, ma thèse a été inspirée de la nature. C'est une thèse bio-inspirée. Alors tout d'abord, la polydopamine est un matériau aux propriétés adhésives très prometteur qui est inspiré des moules marines. Ensuite, l'un des premiers axes de recherche de mon sujet de thèse consistait à élaborer des particules de polydopamine qui soient stables d'un point de vue colloïdal. Or, lorsque l'on forme la polydopamine, celle-ci a tendance à former de gros agrégats à précipiter, ce qui n'est pas souhaitable lorsque l'on veut développer des applications biomédicales notamment. Donc, en s'inspirant de l'eumélanine de la peau, de travaux préliminaires menés par mon directeur de thèse et d'autres collaborateurs de l'unité, nous avons réussi à synthétiser des nanoparticules de polydopamine qui non seulement sont stables d'un point de vue colloïdal, mais aussi dotées d'activité enzymatique. Ensuite, un deuxième volet de mon sujet de thèse consistait à me focaliser sur l'étude de l'influence de différents oxydants sur les propriétés antioxydantes de films de polydopamine. Comprendre ces mécanismes permet de mieux contrôler les propriétés et qui dit meilleur contrôle des propriétés dit développement de matériaux plus efficaces. Enfin, un dernier et troisième volet de mon sujet de thèse consistait à étudier l'influence de la polydopamine dans des hydrogels à base de gélatine. Ces travaux préliminaires ont été élaborés avec l'ambition de créer une colle chirurgicale bio-inspirée. Alors Léonard de Vinci disait « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Durant mon expérience doctorale, j'ai tout simplement essayé de suivre son conseil. Donc je nous invite tous à continuer à observer autour de nous la nature et à explorer. Au revoir. Bonjour à tous, je suis Lucie Kibel et je vais vous parler de mes travaux de thèse qui portaient sur la simulation d'écoulement diphasique aux vapeurs en présence de gaz incondensable. Cette thèse est une thèse CIFRE réalisée entre l'Université de Strasbourg et EDF R&D. Dans le cadre de la sûreté nucléaire, des scénarios accidentels hypothétiques susceptibles d'affecter le réacteur d'une centrale doivent être simulés. Dans ces scénarios, l'eau liquide pressurisée du circuit primaire pourrait se vaporiser partiellement, ce qui conduirait à l'apparition d'écoulements triphasiques, voire à 4 phases. Ma thèse portait sur l'amélioration de la modélisation de tels mélanges constitués d'eau liquide, d'eau vapeur, d'air et parfois de corium. La démarche générale de ma thèse, ça a été de ne considérer des modèles que si on était en mesure d'en exhiber des solutions analytiques. Pour ce faire, le modèle que j'ai construit durant ma thèse et les autres modèles déjà préexistants que j'ai utilisés satisfont tous un certain nombre de propriétés mathématiques telles que l'hyperbolicité, l'existence d'une inégalité d'entropie ou encore l'unicité des relations de Sceaux.
Ainsi, dès que j'ai implémenté numériquement un modèle dans ma thèse, je l'ai systématiquement vérifié via des études de convergence en maillage. Plus spécifiquement, ma thèse portait sur l'amélioration du comportement thermodynamique des mélanges déjà évoqués. En substance, comment va varier la proportion de vapeur dans un mélange eau et air en fonction des conditions de pression et de température. Pour améliorer cette modélisation, j'ai fait une étude bibliographique afin d'identifier des lois d'état pertinentes, en particulier pour l'eau liquide. Et suite à cette étude, j'en ai choisi une qui me semble être un bon compromis en termes de complexité et de précision. Je l'ai implémentée dans un modèle eau liquide, eau vapeur et air, et après vérification du modèle, j'ai pu obtenir des simulations que j'ai comparées à des résultats expérimentaux, issus de la littérature. Cette étude a mis en évidence que lorsqu'on cherche à représenter des transitions de phase brutales, l'hypothèse d'équilibre thermodynamique entre les phases, en termes de pression, température et potentiel chimique, ne semble plus suffisante pour être totalement réaliste. C'est pourquoi j'ai proposé un premier modèle simplifié d'une échelle de temps caractérisant ce processus de relaxation, de retour vers l'équilibre thermodynamique. Et je vous remercie encore une fois pour ce prix de thèse et je vous remercie pour votre attention. Guillaume Zante, donc j'ai obtenu ma thèse en 2020 à l'Université de Strasbourg et ma thèse portait sur l'extraction et le recyclage du lithium. Le lithium, c'est un métal qui est devenu essentiel pour nos sociétés modernes. En effet, chaque être humain possède environ 1 gramme de lithium dans sa poche, puisque ce métal, il va servir à fabriquer les batteries de nos téléphones portables, de nos tablettes, de nos ordinateurs, et bientôt, de plus en plus, il va servir à faire la batterie de nos véhicules électriques. Donc la consommation de lithium, elle va augmenter fortement dans un futur proche, et pour combler cette demande, on va devoir recycler les batteries lithium-ion usagées de plus en plus efficacement et de plus en plus proprement. Pour recycler ces batteries, on va utiliser l'hydrométallurgie, c'est-à-dire que l'on va dissoudre la batterie dans une solution aqueuse et on va essayer de purifier tous ces métaux un par un. Mon travail de thèse, il a consisté à améliorer cette étape de purification. Pour cela, j'ai utilisé des liquides ioniques, qui sont des solvants aux propriétés particulièrement intéressantes, qui nous ont permis d'améliorer l'efficacité ainsi que le degré de pureté des métaux que nous allons recycler. De même, j'ai utilisé ces liquides ioniques au sein de membranes liquides supportées. C'est un procédé membranaire particulier qui permet de minimiser la quantité de solvant requise. Grâce à ce type de procédé, on va pouvoir recycler le métal en une seule étape, en continu, et avec une quantité de solvant relativement faible par rapport au procédé existant. C'est ce qui fait de cette technique une technique particulièrement intéressante à l'échelle industrielle. Un des principaux résultats de ma thèse, c'est que nous pouvons recycler le lithium en diminuant d'un facteur 100 la quantité de solvant requise pour l'étape de purification. Donc ce résultat, il va être valorisé, il va être utilisé par une entreprise du Grand Est qui est spécialisée dans le recyclage des batteries lithium-ion. De même, on va pouvoir utiliser les résultats obtenus et les épandre pour recycler d'autres métaux que le lithium. Hello everyone, my name is Beatriz Germán and today I'm here to show you some results that I obtained during my PhD. 4 years ago, I arrived to Strasbourg and I joined the lab of Meili in the IBMC to study the immune regulation in psoriasis and melanoma microenvironment. Today, I will show you some results that I obtained in my psoriasis project, and I will show you what were my conclusions following the principal objective of this project that was focusing the understanding of the mechanism of action of calcipotriol in psoriasis treatment. Psoriasis is an autoinflammatory skin disorder that is treated generally with topical drugs that include calcipotriol and corticoids. Calcipotriol is a vitamin D analog and has been used in psoriasis treatment since many years, but the mechanism of action of this drug is unknown.
So to try to understand how this drug was working, I was using mouse models and psoriasis human samples. And with this material, I conclude that calcipotriol has a direct effect controlling the expression of some cytokines directly in keratinocytes. These cytokines are IL-36 alpha and IL-36 gamma, and both of them has been shown that are really important in the development of psoriasis. In addition, the mechanism of action of corticoids is the inhibition of the expression of other cytokines like IL-23 and IL-17. Both of them also are playing a key role in psoriasis development. In clinic, the use of both drugs in combination has a synergistic effect, and we see that the situation of the patients after this treatment is better, because when we are using both of them, we are blocking the development of the disease in two different points, and we are stopping the positive feedback loop that the cytokines that are expressed by immune cells or by keratinocytes are doing by themselves, promoting the expression of the others. So the understanding of all of these complex mechanisms is important, because with all of this we can in clinic improve the situation of the patients, and we can improve the efficiency of the treatments, reduce the side effects, and prevent the recurrences that are really typical in psoriasis patients. So I would like to finish saying thank you to my supervisor that was helping me during all of these 4 years, all of the lab members, and all of the people that were implicated in this project and other projects that I was doing during my PhD. Thank you, all of you, for your attention, and also the University of Strasbourg to give me the opportunity to be here today despite the situation. So, bye-bye, and see you soon. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Buget et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon travail de thèse depuis la ville de Québec, où je réalise actuellement un post-doctorat à l'Université Laval. Durant ma thèse, j'ai travaillé pour un projet financé par l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle Multiflag. Donc, cette thèse a été réalisée en collaboration avec l'équipe AVR du laboratoire ICUBE de Strasbourg, où j'ai été encadré par Pierre Renaud et Marc Védrine, et avec le département AS2M du laboratoire FemtoST à Besançon, où j'ai été suivi par Nicolas Andreff. Donc ma mission lors de ce projet était de concevoir un manipulateur robotisé, c'est-à-dire un robot permettant de manipuler des outils ou des objets pour réaliser une tâche fixée. Donc dans notre cas, nous voulions réaliser une tâche dans le contexte médical. Notre manipulateur devait alors s'approcher de patients, ce qui pose des problèmes évidents de sécurité. Nous avions donc besoin de développer un système pouvant gérer de telles interactions, donc robot-patient, tout en étant léger et tout en permettant de soulever de lourds outils dont nous avions besoin pour la procédure que nous avons considérée. Réaliser un robot en respectant ces 3 caractéristiques n'est jamais une tâche facile. Donc pour trouver une solution adéquate à notre problème, nous nous sommes intéressés à un type de structure particulière qui s'appelle des tenségrités. Ces structures sont composées de barres qui sont reliées entre elles par des câbles en tension. Cela donne l'impression que les barres sont en lévitation dans l'espace. Donc ces structures sont très intéressantes et elles nous semblaient très prometteuses pour la robotique, mais il n'existait pas encore de méthode pour construire un manipulateur robotisé à partir de ces structures. Donc dans ce travail de thèse, nous avons étudié l'ensemble des étapes du développement d'un manipulateur à partir des tenségrités. Donc en premier lieu, nous avons commencé par les analyser pour évaluer leur performance dans le cadre de la robotique. Ensuite, nous avons développé plusieurs méthodes de conception pour fabriquer des manipulateurs à partir de ces systèmes. Et ensuite, nous avons étudié leurs commandes, c'est-à-dire comment mettre en mouvement un manipulateur pour réaliser la tâche fixée. Donc ces 3 étapes ont donné lieu au titre de ma thèse, qui est « Analyse, conception et commande de manipulateurs en tenségrité ». Enfin, grâce à tous les outils que nous avons développés, nous avons fabriqué un manipulateur dédié à notre application médicale et nous avons pu démontrer l'intérêt des tenségrités pour le développement de manipulateurs robotisés. Donc pour clôturer cette courte vidéo, j'aimerais remercier à nouveau toute mon équipe d'encadrement qui m'a soutenu tout au long de ma thèse, ainsi que l'Université de Strasbourg pour m'avoir décerné ce prix de thèse. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Elisabeth Cruz de Silva et en octobre 2020, j'ai obtenu le titre de docteur de l'Université de Strasbourg
en sciences de la vie et de la santé. J'ai réalisé mon doctorat au centre l'OMR 7021, un laboratoire co-tutelle entre CNRS et l'Université de Strasbourg. Ici, j'ai eu le plaisir de travailler avec le professeur Maxime Lehmann et Dr. Laurence Chillier. Un des objectifs de mon travail a été de comprendre pourquoi les glioblastomes, les tumeurs cérébrales les plus agressifs, sont résistants à des thérapies ciblées. Le récepteur de facteur de croissance épidermique, l'IGFR, est important pour la cancérogénèse et agressivité des glioblastomes. Nous avons démontré que les inhibiteurs de l'activité tyrosine kinase de l'IGFR induisaient une internalisation du récepteur de la membrane plasmique. Nous avons aussi mis en évidence que l'inhibition de cette internalisation rendait les cellules du glioblastome avec un caractère plus résistant au traitement. Dans un deuxième temps, je me suis intéressée à l'utilisation des aptamères comme outil diagnostique. Les aptamères sont de petites molécules d'acide nucléique capables de se lier spécifiquement et sélectivement à leur cible. Nous avons identifié et caractérisé un nouvel aptamère ciblant un récepteur de la famille d'adhésion cellulaire. Cet récepteur, l'intégrine alpha-5 bêta, est important pour l'activité et résistance aux thérapies des glioblastomes. Le potentiel thérapeutique des aptamères comme agent de vectorisation a aussi été exploré. Il m'a rapporté un des prix du Challenge Maturio PhD de Site Connectus en 2019. Mon travail a montré la nécessité de mieux comprendre les mécanismes d'action d'agents thérapeutiques. Ces études pourront nous aider à identifier de nouveaux biomarqueurs prédictifs de leur efficacité et ainsi améliorer la certification des patients. Enfin, nous avons montré l'utilisation potentielle des aptamères pour l'identification et suivi des tumeurs cérébrales. Je remercie mon équipe, mes collaborateurs et organismes financeurs qui m'ont permis de réaliser ces travaux. Et bien sûr, je remercie le comité scientifique de l'Université de Strasbourg pour avoir choisi mon travail. Merci. Bonjour, je m'appelle Emma Desgranges et comme l'indique le titre de ma thèse, étude de l'interactome ARN-ARN chez Staphylococcus aureus, caractérisation, fonction et impact sur les réseaux de régulation, j'ai étudié la bactérie Staphylococcus aureus qui est un pathogène opportuniste de l'homme. En effet, Staphylococcus aureus est retrouvé chez environ 40% de la population saine de manière commensale. Cependant, il peut également devenir pathogène, par exemple en colonisant des hôtes immunodéprimés, chez qui il pourra causer des maladies graves telles que des septicémies et des endocardites pouvant conduire à la mort. Par ailleurs, Staphylococcus aureus a développé au cours du temps un grand nombre de résistances aux antibiotiques, ce qui fait de cette bactérie un grave problème de santé publique. La virulence de Staphylococcus aureus est en partie due à l'expression d'un arsenal de facteurs de virulence dont l'expression est très finement régulée. La régulation de la virulence et de la physiologie de Staphylococcus aureus en général est due à des facteurs de transcription, des systèmes à deux composantes et des ARN régulateurs. Les ARN régulateurs représentent la classe majeure des régulateurs post-transcriptionnels. Il en existe de différentes classes, mais le mécanisme d'action le plus commun est dû à un appariement de base entre ARN régulateurs et ces ARN messagers cibles. Au cours de ma thèse, j'ai étudié deux ARN régulateurs qui sont RSAI et RSAG. J'ai ainsi pu montrer que RSAI est exprimé en fin de phase exponentielle de croissance lorsque le glucose a été consommé du milieu, semblant indiquer que RSAI est la signature d'un changement métabolique qui s'opère au sein de la population bactérienne. En étudiant les cibles ARN messagers de RSAI, nous avons pu mettre en évidence que RSAI inhibe le métabolisme du glucose et active de manière indirecte la fermentation. Et de manière très intéressante, nous avons vu que RSAI interagit avec un autre ARN régulateur qui s'appelle RSAG et que j'ai également étudié au cours de ma thèse. L'étude de RSAG et de ses cibles a permis de montrer que RSAG lui aussi régule le métabolisme et la virulence de Staphylococcus aureus. Et ce qui est intéressant avec RSAG, c'est qu'il est très fortement exprimé lorsque Staphylococcus aureus est dans des conditions infectieuses. Par exemple, lorsque Staphylococcus aureus est au contact de cellules productrices de mucus ou qu'il est internalisé dans les cellules de l'hôte. Cela nous a conduit à émettre l'hypothèse que RSAG pourrait permettre de contribuer à l'adaptation et à la survie dans la niche intracellulaire. Donc, l'étude de ces deux ARN régulateurs aura permis d'accroître nos compréhensions et notre connaissance des réseaux de régulation chez Staphylococcus aureus, mais aussi de mettre en lumière les liens qui existent entre la virulence et le métabolisme de Staphylococcus aureus grâce aux ARN régulateurs.
Enfin, au cours de ma thèse, j'ai également contribué à mettre en place une nouvelle technique d'étude de l'interactome ARN-ARN chez Staphylococcus aureus. Cette technique revient à faire une photographie de l'ensemble des interactions ARN-ARN à un moment donné dans des conditions de culture choisies. Donc nous pouvons appliquer cette technique par exemple dans des conditions infectieuses et mieux comprendre la physiopathologie de Staphylococcus aureus. Je vous remercie pour votre attention et je tiens à remercier le jury pour ce prix de thèse. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la caractérisation des ARN. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des ARN, notamment grâce à la vaccination contre le coronavirus. Mais au fait, c'est quoi un ARN ? L'ARN est une molécule essentielle chez les êtres vivants puisqu'elle va permettre de synthétiser les protéines. Et dans le cadre du vaccin, elle va produire une protéine qui va cibler le coronavirus. Les ARN sont constitués d'un enchaînement de ce qu'on appelle les nucléotides. Et ces ARN sont naturellement constitués de 4 types de nucléotides. Pour simplifier les choses, on peut voir l'ARN comme un collier de pâtes. Les 4 nucléotides seraient représentés par 4 types de pâtes différentes, avec les fusilli, les macaronis, les penne et les fusilli. Néanmoins, les ARN peuvent être constitués de nucléotides portant des modifications chimiques naturelles. C'est comme si dans votre collier de pâtes, vous aviez de temps en temps d'autres types de pâtes que celles que j'ai citées précédemment. Ainsi, il est important de caractériser ces modifications chimiques afin d'en comprendre leur influence sur les ARN. Le but de ma thèse a été alors de proposer une nouvelle méthode permettant de caractériser ces modifications. Lors de ma thèse, j'ai utilisé un spectromètre de masse, puisque dans la plupart des cas, les modifications chimiques induisent un changement de poids moléculaire. Concrètement, c'est comme si on utilisait une balance de cuisine pour peser les pâtes, afin d'en déterminer leur type. Mais il est difficile de caractériser les modifications d'ARN sans traitement préalable. C'est comme si on essayait de peser le collier de pâtes pour en déterminer sa composition. Pour répondre à ce problème, j'ai mis en place un protocole qui permet de réduire l'ARN en nucléotides. Donc l'idée de ce protocole, c'est de défaire le collier de pâtes et d'en séparer les constituants afin de les mesurer indépendamment. En effet, si on défait le collier de pâtes et qu'on pèse toutes les pâtes en même temps, il sera difficile de déterminer leur type. C'est pour ça qu'il faut peser les pâtes une par une. Dans la pratique, pour séparer les nucléotides, j'ai utilisé une technique séparative plus connue sous le nom d'électrophorèse capillaire. Cette technique, elle permet de séparer les molécules en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques. Ainsi, pendant ma thèse, j'ai développé une méthode permettant de caractériser les modifications d'ARN à l'aide de l'électrophorèse capillaire couplée à la spectrométrie de masse. Grâce à cette méthode, j'ai pu déterminer la nature, mais aussi la position de ces modifications sur l'ARN. Enfin, je tenais encore à remercier chaleureusement mes directeurs de thèse, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette thèse, et également à mes proches, car sans eux, rien n'aurait été possible. Et je tenais également à remercier le jury pour m'avoir accordé ce prix. Bonjour à tous, mon nom est Martin Cuc. Ma thèse s'est déroulée à l'Institut pluridisciplinaire Hubert-Curien à Strasbourg, et plus précisément au département d'écologie, physiologie et éthologie, où j'ai été encadré par François Crisciolo et Cédric Sueur. Le constat initial qui a en partie motivé le début de cette aventure dans la thèse est que le fait de vivre en groupe semble un avantage chez beaucoup d'espèces, l'homme y compris, puisque plusieurs études ont montré que les personnes qui vivaient le plus longtemps et en bonne santé étaient celles qui parvenaient à maintenir tout au long de leur vie des relations fortes et durables. Dans ce contexte, le but de ma thèse a été de mettre en évidence et de comprendre les mécanismes moléculaires qui relient l'organisation des sociétés animales et le vieillissement des individus qui composent cette société. Pour cela, je me suis intéressé à plusieurs espèces avec des organisations sociales différentes, aussi bien des vertébrés avec 2 espèces d'oiseaux que des invertébrés avec une dizaine d'espèces de fourmis. De l'observation des comportements individuels à l'extraction d'ADN, en passant par l'analyse complète des protéines et métabolites, j'ai mené l'enquête moléculaire pour comprendre comment les organisations sociales de ces espèces pouvaient influencer la physiologie des individus et notamment leur vieillissement. Alors, je n'ai évidemment pas le temps ici de reprendre toutes les conclusions pour toutes les espèces étudiées, mais j'aimerais souligner 3 points. Tout d'abord, chez toutes les espèces que j'ai étudiées, la socialité jouait un rôle primordial dans la détermination de nombreux facteurs dont le vieillissement et la survie à plus ou moins long terme.
et ceci pas uniquement chez les espèces les plus sociales. C'est donc une variable qu'il ne faut surtout pas négliger dans les études en biologie. Le deuxième point important est que ma thèse a confirmé que, pour certains mécanismes du vieillissement liés à la protection de l'ADN, les fourmis semblent faire exception à ce qu'il est connu chez les oiseaux et les mammifères. Ma thèse s'ajoute donc aux autres voies qui soulignent l'importance des fourmis et des insectes sociaux en général pour mieux comprendre les mécanismes du vieillissement, y compris chez l'homme. Et on arrive ici au troisième point que je voulais aborder. Dans l'état actuel de nos connaissances, diminuer l'apport calorique d'un organisme semble un excellent moyen de prolonger sa longévité. Dans la mesure du raisonnable, bien sûr, le corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Ce résultat semble en partie s'expliquer par l'activation ou au contraire l'inhibition de voies moléculaires au doux nom de sirtuine, mTOR, FOXO, IGF. Et nous avons retrouvé chez la fourmi noire des jardins des éléments de ces voies moléculaires exprimés différemment selon le rôle social de chacune. Ces résultats semblent donc confirmer et renforcer la potentielle universalité de telles voies pour comprendre les mécanismes du vieillissement. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, même en distanciel, et de recevoir ce prix 2021 de l'Université de Strasbourg pour une thèse intitulée « L'éducation physique des jeunes déficients durant le second XXe siècle, de l'après-guerre à la fin des années 1990 », que j'ai réalisée sous la direction de Jean Saint-Martin et de Tony Froissart. Mon objet d'étude a pour but de mettre en lumière comment, dans les conceptions et les pratiques, les publics scolaires considérés comme vulnérables corporellement sont pris en charge par l'école, et plus particulièrement comment les acteurs de l'éducation physique se mobilisent pour proposer une forme de culture corporelle, une offre culturelle le plus souvent inédite. Durant le second XXe siècle, la population étudiée change d'appellation en renvoyant à diverses représentations de l'élève anormal. En effet, l'élève vulnérable peut être qualifié par les acteurs de l'institution scolaire de différentes manières selon la période considérée, donc déficient, inapte, handicapé ou encore dispensé. Par là, le vocabulaire choisi nous renseigne sur la vision et les représentations de l'enfance et de l'adolescence en fonction de ce qui relève de la norme ou du hors-norme. Quelles innovations les enseignants d'EPS vont-ils entreprendre pour promouvoir chez ces élèves une culture minimale depuis la Seconde Guerre mondiale ? Comment s'opérationnalise ce contrôle des corps des élèves fragiles ou handicapés et sur quelle normalité se fondent les acteurs de l'époque pour orienter les élèves vers une santé acceptée mais aussi acceptable en fonction de critères précis, critères constitués par des pouvoirs médicaux, pédagogiques, etc. Le principal objectif de cette thèse est donc de montrer la physionomie d'une éducation physique à destination des élèves vulnérables, tout en dégageant les représentations qui en conditionnent l'existence. Sans oublier de donner une certaine épaisseur aux interprétations que j'esquisse, il s'agit aussi de rendre compte des acteurs ayant pris part à l'élaboration de ce dessin, tant dans les intentions que dans les réalisations ou les marges. Au-delà d'une simple chronologie marquée de rupture et de continuité, nous montrons de quelle manière les représentations du corps et de la santé, les normes, le jeu des réseaux et les luttes participent de la construction, du coloris, mais aussi du remodelage des pratiques adaptées en éducation physique au gré des configurations façonnées par le temps. Pour construire cette recherche, j'ai collecté des archives concernant l'éducation physique et la rééducation physique dans diverses fonds. Ainsi, les archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, les archives municipales de la ville de Strasbourg, ou encore les archives conservées à l'INSEP, ont été consultées. Toutes ces archives et documents ont été croisés avec un certain nombre d'entretiens, ainsi que divers ouvrages et revues d'époque. Donc voilà pour les grandes lignes de ma thèse. Je vous remercie de votre attention et encore merci pour ce prix et votre écoute. À très bientôt. Hi everyone, I am Vishnu. Currently, I am a postdoctoral researcher at the Italian Institute of Technology in Milan. I'm really glad and happy to have this prestigious PhD thesis prize from University of Strasbourg. I was a PhD student there during the year of 2016 to 2020. I did my PhD at Institute Charles Audran under the supervision of Dr. Brinkman. The aim of my PhD thesis was to improve the thermoelectric properties of semiconducting polymers by high temperature rubbing. A thermoelectric material
can convert heat to electricity. So if you have a good thermoelectric material, you will be able to convert enormous amount of waste heat into useful electricity. So currently, the thermoelectric performance of conducting polymers are limited by their poor electrical conductivity and their low Seebeck coefficient. So during my PhD thesis, we managed to prepare highly oriented and crystalline conducting polymer thin films by high temperature rubbing, which is then doped by suitable doping method. And this strategy allowed us to get highly conducting crystalline polymer thin films with record electrical conductivity, and this record electrical conductivity translate into a record thermoelectric performance. So this outstanding thermoelectric performance from the conducting polymer sets a new benchmark in the field of organic thermoelectrics. I believe that the fundamental understanding and the results which was obtained from my PhD thesis might be small, but an important contribution in the field of plastic electronics. At this occasion, I would like to thank my PhD supervisor, Dr. Brinkman, for his excellent PhD supervision throughout the PhD life. Otherwise, I could not be able to achieve this award. And finally, I would like to thank University of Strasbourg and the edX funding program, which was my PhD scholarship during those 3 years. And thank you everyone. Bye. Bonjour à tous, mon nom est Tom Vincent d'Hospital et durant ma thèse, je me suis intéressé à la dynamique des fractures. C'est une thèse qui fut réalisée au sein de l'Institut Terre et Environnement de l'Université de Strasbourg et en co-tutelle avec l'Université d'Oslo. Lorsqu'on rompt de la matière, on brise les liens entre les atomes qui la composent. Ceci peut se faire extrêmement lentement, et on parle de fluage ou de creep, ou bien la fracturation peut se faire très brutalement, et on parle alors de fracture dynamique. Bien sûr, pour les objets de notre quotidien, le premier comportement est largement préférable, pour éviter notamment les accidents soudains. En sciences de la Terre, c'est aussi ce qui peut faire la différence entre une déformation très lente du sous-sol ou la génération de tremblements de terre catastrophiques. Il est donc important de comprendre le phénomène responsable de la transition entre une rupture lente et une rupture rapide. Lors de ma thèse, nous nous sommes intéressés à l'effet de chauffe en pointe de fissure. En effet, la propagation d'une fracture dissipe une partie de l'énergie qu'on a donnée au matériau sous forme de chaleur. Si assez d'énergie est fournie, la température des fractures peut alors, dépendamment des propriétés thermiques du matériau, atteindre des centaines voire des milliers de degrés. Ces hausses extrêmes de température se feraient à des échelles très localisées, atomiques, autour de la pointe de rupture. Pas de risque donc de se brûler. Mais en modélisant les conséquences de ces potentielles hautes températures sur la vitesse des fractures, nous avons pu montrer qu'elles sont une explication plausible à la fragilité de la matière. Pour finir sur une note assez étonnante, savez-vous que si vous déroulez du ruban adhésif assez rapidement dans le noir, vous verrez peut-être de la lumière, c'est-à-dire que si vous faites ceci dans le noir, vous pourrez peut-être éclairer la pièce. Nous expliquons ce phénomène appelé fractoluminescence par des milliers de degrés atteints par la colle qui se rompt. Voici une petite expérience, somme toute assez facile à faire à la maison.